Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Il commence à faire chaud, n'est-ce pas, les amis? Et donc, je suis accompagnée de Florence à ma droite et de Virginie, toujours là, fidèle, au rendez-vous. Voilà. Et nous allons commencer par cette chère Florence. Qui nous as-tu invité, ma chérie? Une très grande vedette. Une grande vedette. Ouais. Moi, je suis ravie. José, le frère de Sébastien Bonjour. El Château, filleul d'Annie Cordy. Ouais, je te dis, c'est de la grande vedette. Chanteur, batteur, percussionniste depuis 20 ans. Plus. Plus que Ah ça. bon? J'ai commencé, j'avais 15 ans. Et j'ai arrêté à la percussion et la batterie à 53 ans. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup plus que 53. Mais je croyais que tu en avais 43. Qu'est-ce que tu racontes? Non, j'en ai beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. J'en ai beaucoup La musique, ça concerne. Mais pourquoi tu as arrêté? Oui. Et parce que après j'ai dit j'en avais marre de jouer la batterie avec des groupes du jazz, j'ai joué la musique orientale, j'ai fait toutes sortes de musique. Après j'étais fatigué, j'ai dit je vais chanter un peu. Mais Tu préfères Un chanteur quand même voilà. rapproche. Et là je sors un bel album là, on va voir, qui va être bien promotionné. On va voir. Il est où ton album? Mais là il est en préparation Ah, d'accord. avec mon parolier qui est venu avec moi aujourd'hui. D'accord. Voilà. Il s'appelle comment ton parolier? José Cabrera. D'accord. Il est super, il a une écriture, il écrit un peu à la Cabrel et tout, c'est formidable. Ah oui. Et toi, justement, j'allais te demander tes chansons. Tu chantes des chansons en français? Oui, en français, en espagnol. D'accord. Et donc, le style de tes chansons, c'est du pop, c'est de la variété? Non, c'est du gypsy pop en espagnol. D'accord. Et sinon, c'est des ballades. Des D'accord. ballades romantiques. Je D'accord. chante aussi en italien, mais un peu moins. On me demande surtout des chansons espagnoles. D'accord. Voilà. Donc là, tu parlais de l'album qui sort, mais tu en as fait d'autres précédemment? J'en ai fait d'autres, oui. J'en ai fait, je crois que c'est le 6e, celui que je fais là. D'accord. Je suis en train de préparer. Alors, Il va être un peu mélangé entre franco-espagnol, quoi. Un peu en français, un peu en espagnol. Pas tout le monde comprend l'espagnol. Hein. bien sûr, Voilà. tu produis des albums, tu chantes, et tu chantes où? Dans des salles de spectacle? Dans les Tu pars salles en de tournée? spectacle. Je pars en tournée cet été avec mes musiciens sur la Côte d'Azur. D'accord. J'ai 3 dates du côté d'où j'habite, sur la Côte Bleue, à côté de Marseille, le fameux village de la ville de Fernandel. Oui. Alors, je suis à d'accord. Carry-le-Rouet, sur le port, avec mes musiciens, à Saucé-les-Pins, à Pertuis, peut-être à Pertuis, j'attends la confirmation, et à Marignane. D'accord. Ah oui. À Marignane. Avec les musiciens, j'ai 7 musiciens qui étaient. Le batteur, il était avec Michel Thor. Il y avait avec Sacha Distel. Tu rapproches Des musiciens de ouf. D'accord. Alors, tu te produis dans quel type de salle? Dans des grandes salles de spectacle Ouais. et dans des grands restaurants. D'accord. Voilà. Là, il m'est rentré 5-6 dates d'un coup. Mhm. Parce que j'ai chanté à plan de campagne. C'était archi comble. Le gars, il m'a dit il faut que tu reviennes. C'est bien. Ça fait plaisir quand même. Ah oui. Alors, je fais la bamba, je chante Bamboleo, Que Bonita Eres, Quando Calienta el Sol, Marina, tous ces trucs, tous les standards de Plus tes l'époque. propres compositions. Non, c'est pas à moi. Oui, mais Non, tu fais ça, aussi non. tu fais des propres Oui, compos. c'est ce Non, qu'elle malheureusement, non, j'écris pas. C'est pour ça que je me suis associé avec le copain, avec José, qui écrit très bien, en espagnol et en français. Il est super fort. Hein. Il est là? Il est là, ouais. Il va chanter, je crois, tout à l'heure, une chanson. Oui. Je voudrais être ton ami ou mon ami. Et moi, je vais chanter Voilà, une c'est ce que chanson j'allais que dire. Christian Delagrange a écrit avec Claude Michel, qui s'appelle La femme de ma vie. Et je vais chanter un connais. grand standard mondial, Histoire d'un amour. Et bien souvent chez nous, Christian Delagrange. Ah ouais, c'est un pote à moi, un grand pote à moi. Très gentil comme garçon. J'ai fait un duo avec Jane Manson aussi. On l'a vu récemment aussi, Jean. Jean, pas Jen. Moi, je l'appelle Jean. Jane, je sais pas. Elle veut qu'on l'appelle Jean. Hein. Ouais, elle veut. Elle y tient. En tout cas, moi, je suis ravie parce que, tu vois, connais, ouais, alors moi, c'est vraiment mon univers aussi, parce que là, c'est ma première en tant que chroniqueuse aujourd'hui, mais je suis artiste danseuse de flamenco, donc rumba gypsy, essentiellement, ouais, sevillanas. C'était la deuxième Deuxième, pardon, excuse-moi, c'est parce que c'est récent, en fait, voilà. Et donc, du coup, je connais très bien ton frère, puisque moi, je suis d'origine espagnole, du connais de Sébastien. Ouais. Et alors, pour la petite histoire, j'avais 5, 6, 7 ans, et j'avais ma grand-mère qui m'amenait il faisait des animations à la radio, à Perpignan, et j'allais le voir régulièrement, et ma grand-mère, ton frère, tu vois.
Et j'ai aussi tourné avec les Gypsy Kings, avec Nicolas Reyes, Oui. voilà, sur un festival aussi. Et c'est vraiment mon On univers. se connaît tous. Ouais, bah, moi aussi, voilà. Donc du coup, je suis ravie qu'on se retrouve là sur Moi, le plateau. j'accompagne Je mon savais pas frère. que tu étais là et j'en suis ravie. Et moi, j'ai accompagné mon frère. Alors pendant maintenant, tu 20 continues, ans. ma chérie. Voilà. Et que Florence. moi, j'ai vu grandir puisque j'allais le voir au plateau à la Et, radio avec ma grand-mère. Il y avait le fameux titre Que Bonita Eres, Si, bien sûr. tout. On a vendu 1 million de disques dans le monde. C'est clair. Et c'est ce que je danse régulièrement. C'est ce que j'enseigne comme danse encore et je danse en Et festival. là, je vais voir, je promets à Muriel, je vous promets à tous, je vais essayer, comme on dit un Marseillais, je vais essayer de l'emboucaner, je vais dire qu'ils viennent faire la télé ici, El Chateau. Ah, mais, Waouh, tu me c'est dis, bizarre. moi je veux bien l'interviewer Mais à nouveau. t'habites où, toi? Moi, j'habite à Orove, à côté de Carillorou, un petit village qu'on appelle le Rove, en À bord combien de de mer. kilomètres d'ici? Ah, c'est le paradis sur Terre. C'est combien de kilomètres? Bon, ça, Mais il y a 130 à peu près. Oh, c'est pas loin. Non, ça pas va. loin. T'en as pour 1 heure pour arriver à la maison. Un petit peu plus. Je roule doucement. car 1 heure et demie. Je roule doucement. Si je veux t'utiliser, il y en a pour 1 heure et demie, Je t'arrives. roule doucement. Je plaisante. Donc ton actu, c'est cet album qui sort. Mhm. C'est la tournée que tu démarres. Académie cet musicien. été, Sans les musiciens aussi, parce que des fois, les musiciens, c'est très cher. On peut pas. Eh oui. Des fois, il y a des mairies qui peuvent pas subventionner. Ils peuvent. Mais en fait, moi, le mieux, sûrement que je m'éclate le mieux, c'est sur scène avec des musiciens. Eh oui, bien sûr. Avec eux, j'ai 7 musiciens, c'est 7 musiciens de fou. Ça Comment joue vraiment bien, je me régale. On va venir écouter, on va venir voir ça. Ouais, Ah oui. bah déjà on a la chance là, Oui. on va voir la t'écouter chanter, là. Vos coordonnées, On va je vous invite. on va t'écouter. Ouais, Ah, mais là, en super. En même Oh, temps, c'est gentil. Avec du plaisir. champagne. Avec plaisir. Champagne, je ne peux pas vous le Moi, dire. champagne, j'en bois déjà- pas. Vous aurez, Déjà, il nous invite, pas la première rangée, parce que c'est les mairies. C'est la municipalité Ouais. souvent, oui. La troisième rangée. Ah super. Ah bah, avec grand Oui, plaisir. mais nous, on peut Il y être a- avec il y a la mairie. 5 000 personnes qui viennent me voir. Chaque fois, c'est super. Et le concert, sera il est invité magnifique. aussi. Je Je chante, viendrai de Toulouse. Si on peut, on viendra. je chante pendant Elles 2 veulent, heures. elles veulent être invitées. Elles veulent être Ils invitées. peuvent venir, Et je hein, peux aussi. te dire, que Pareil, Cécile C'est gratuit, elle- c'est gratuit. elle est, Mais c'est moi, je mon vous amie. garderai je dirais au maire, voilà, il faut garder, c'est pour Love Sister, il faut garder des places. Tu me le dis à la Alors, prochaine on est quand même une vingtaine. On est je quand fais même une 2 heures de vingtaine. concert. On est une vingtaine. 2 heures. On est une vingtaine. Tu cherches une danseuse. Il y a Ah bah 15 voilà. chroniqueuses. Pas. Il y a 15 chroniqueuses. Je cherche quelqu'un qui peut amuser la galerie. Je sais pas, pour compter sur moi. Et c'est Moi, plus pour la les danse. trous de spectacle, là, tu sais. Moi, je fais le petit. Voilà, des bêtises. Des José, bêtises. quand on veut te faire venir chanter, comment on fait pour te joindre? Eh bien, Et là, ça serait bien peut-être de regarder la caméra Ah. pour dire voilà. J'ai, comment on appelle ça, une agent qui s'occupe de moi. Ah voilà, t'as un agent, Elle s'appelle d'accord. Priscilla Rodriguez, elle est à Ouais. Cannes. Ouais. Il y a la caméra. Et, Oui. Ah oui, et c'est elle qui. Il faut l'appeler à elle, c'est elle qui s'occupe de. Tu peux donner son numéro? Tu le connais pas par Ah, cœur. je ne le connais pas par cœur. Mince. Je ne Et le connais pas par cœur, mais elle a un truc d'événementiel. C'est Oui, facile, mais Priscilla avec ton Rodriguez. nom, tu l'as mis sur les réseaux. Oui, puis il y a mon. Et sur les réseaux, il y a le nom de. Sinon, ils peuvent aller Priscilla. sur mon site, José Voilà. Donato officiel. Il y a mon numéro de téléphone. Eh ben, bah voilà, c'est facile à très trouver. Hein. En d'accord. fait, je préfère passer par elle qu'elle ne se vexe pas, quoi. Oui, mais non, mais en Sinon, principe. En c'est principe. transmettras, tu lui transmettras. Ah non, mais en principe, il y a de l'élégance hein, quand même. Je pense que les gens sont élégants. Hein. Ils sont devenus un petit peu Mais plus moi, je élégants préfère que ce qu'avant. soit elle, tu vois, Muriel, qu'elle s'en occupe. Parce qu'elle va me dire, tu me fais un enfant dans le dos, c'est pas. Mais non, joli. tu lui transmets Non, juste mais si t'as un mais message, tu- tu lui transmets tu as un raison. message. Hein Tu sais, si tu reçois des messages sur tes réseaux sociaux à toi lui personnels, transmets. tu lui transmets, elle s'en occupe. Oui, c'est ça. Là, elle attend, quand je vais chanter là, cette fameuse télé, pour pouvoir. Parce qu'elle a des contacts à l'étranger. Et bon, elle est très très forte hein, comme fille, elle est très forte. Elle sait ce qu'elle veut, elle a monté un truc mondial. Et elle m'a dit, si tu veux, tu peux partir avec les musiciens à Miami. Waouh. Ah ouais, Vas-y. c'est vrai. Ah ouais. Tu nous invites On vient Et à toujours. Miami, c'est des gros trucs espagnols. Ça adore. Et elle m'a dit, à Miami, si tu veux venir à Miami, on n'en est pas encore là. Hein. Vous savez, je vais vous dire, il y a des gros producteurs, des productrices, j'en ai vu beaucoup dans ma vie.
surtout les gros avec les gros cigares. Et ton micro, José, ton micro. Tu vas faire l'Olympia, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ouais. Et l'Olympia, j'attends toujours. Ah. Non, mais ça, on le sait, ça. Alors, voilà, On les le promesses, sait, ça. comme on dit, les promesses rendent. Non, mais c'est la les promesse, enfants je l'ai joyeux. pas Tandis dit. qu'elle, déjà, elle a prouvé ce que... Alors, José, si tu vas être d'accord avec moi, si la promesse n'est pas exécutée immédiatement, elle n'existera pas. Exactement. Voilà. Exactement. Exactement. C'est vrai. Ok. C'est vrai. C'est un métier un peu... c'est un métier de rêve. Ah bah oui. Rêver les gens, pas que de rêve. tu vas faire ça, tu vas... Pas que de vampire aussi. Et puis à la fin, vampires. il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. José, on va avoir le plaisir de t'écouter maintenant. Donc, nous sommes ravis de cela. Il te un grand regarde plaisir. de façon, je te dis. Mais oui, on va avoir le plaisir de Tu es t'écouter, prêt là. Tu es prêt Oui. Allez, tout à on y va. l'heure. À tout à l'heure. On y va. Tout à l'heure. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 20 ans qu'on s'aime comme des fous, qu'on a connu les années tendres, des guerres, des batailles comme vous. Et dans les moments difficiles, elle reste toujours près de moi. Elle a su calmer les tempêtes, les soirs d'hiver, quand j'avais froid. Elle peut bien me quitter, elle peut bien me laisser, je l'aimerai toujours. Elle peut bien me détruire, elle peut bien me mentir, je l'aimerai toujours. Elle peut mettre le feu tout au fond de mes yeux, elle restera toujours. Elle peut faire exploser mon âme et puis mon cœur me faire crever d'amour. Elle peut faire de moi un guignol ou un roi, je l'aimerai toujours. Sur un lit d'hôpital, sous une pluie d'étoiles, je l'aimerai toujours. Et quand elle sera vieille, je promets qu'au réveil, je donnerai tant d'amour. Ma main sur sa poitrine pour apaiser son cœur, la femme de ma vie. Quand je sortais les soirs de fête, elle m'attendait là sans rien dire. Elle savait toutes mes conquêtes, dans ses yeux je pouvais tout lire. Mais dès que je poussais la porte, elle m'accueillait comme si j'étais Dieu. Elle a toujours fait pour qu'on sorte dans ma vie de con, ce soit mieux. Elle peut bien me quitter, elle peut bien me laisser, je l'aimerai toujours. Elle peut bien me mentir, elle peut bien me trahir, je l'aimerai toujours. Elle peut mettre le feu tout au fond de mes yeux, elle restera toujours. Elle peut faire exploser mon âme et puis mon cœur me faire crever d'amour. Elle peut faire de moi un guignol ou un roi, je l'aimerai toujours. Sur un lit d'hôpital, sous une pluie d'étoiles, je l'aimerai toujours. Et quand elle sera vieille, je promets qu'au réveil, je donnerai tant d'amour. Ma main sur sa poitrine pour apaiser son cœur, la femme de ma vie.
Merci beaucoup. Ya no está más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me dijo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como ya no hay igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como ya no hay igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Merci beaucoup. Je me remplis de toi, de ton sourire qui m'émerveille. Là sur mon traversin, j'ai tant besoin de ça. Dans ma vie, mes nuits sans sommeil, dis-moi si tu veux bien devenir mon ami. Je t'offrirai mes aquarelles, tous mes dessins si tu veux bien devenir mon ami. On repeindra sur tes tableaux la mer, le ciel bleu de Rio, son sable fin. Si tu veux bien penser un peu à moi, tout en haut de ta tour Eiffel, dans ton lit déserté, penser un peu à moi. Dans la blancheur de tes dentelles parfumées, je veux bien devenir ton ami. Tu
m'offriras tes aquarelles, tous tes dessins si tu veux bien devenir mon ami. On repeindra sur tes tableaux la mer, le ciel bleu de Rio, son sable fin, si tu veux bien. La chaleur de mes mains, de mon amour sur ton corps bordé de satin. La douceur de tes mots, de ton sourire garantiront nos lendemains, notre avenir si tu veux bien devenir mon ami. Je t'offrirai mes aquarelles, tous mes dessins si tu veux bien devenir mon ami. On repeindra sur tes tableaux la mer, le ciel bleu de Rio, devenir mon ami. Ce cher José, n'est-ce pas? Oui. C'est ton invité, mais enfin, José aussi, il me connaît, donc voilà. Et donc, nous allons passer maintenant avec Virginie, et qui nous a invité Stéphane, le nom de mon mari. Mais c'est pas mon mari. Ah non, je confirme. Je suis pas au courant. Non, alors en fait, le mari de Muriel s'appelle Stéphane. Hein. Voilà, tu serais au courant sinon, évidemment. Et là, on a la chance d'avoir parmi nous Stéphane Griot. Merci d'être venu, d'être parmi nous. Merci à vous. Et donc, il y a différents aussi. Donc, c'est un artiste. J'ai envie de dire artiste parce qu'il a plusieurs cordes à son arc, notamment la peinture, dont on va parler essentiellement. Et on a pris le temps d'échanger. Et moi, si je résume un petit peu dans ta création, en fait, il y a beaucoup en fil conducteur l'émotion aussi, l'émotion qui te guide. Et alors, parle-nous en priorité de ta carrière de peintre, comment c'est arrivé, dès l'enfance. Moi, je sais pas faire sans émotion, donc du coup, c'est une obligation. Les premières exécutions, elles sont d'écrit, parce qu'en fait, moi, le départ, c'est les mots, donc ça va être l'écriture, la littérature. Donc c'est toujours les mots qui viennent en premier et que j'écris. Et ils me prennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On en avait parlé souvent la nuit aussi, pareil. Et les premiers écrits, je suis en CE2. Donc, c'est toujours l'enfance en fait. Hein, souvent... Du coup là, j'ai amené le. On va en parler, mais ça aurait été bien de voir le cheminement. Tu dois le regarder, tu dois le montrer comme moi la caméra. Et l'année d'après, on avait des concours de dessin et j'ai eu des prix à des concours de dessin. Voilà, c'est là où tout a commencé en fait, où tu as mis en corrélation en fait un petit peu ces mots qui venaient, l'expression de ces mots que tu as mis on va dire en forme de peinture, en dessin en fait, et de là tout a commencé en fait. Alors moi je n'ai pas du tout le choix. C'est pas un choix que je fais je me dis pas j'ai des mots qui arrivent, j'ai des textes qui arrivent, oui, je comprends, qui s'imposent à moi et je vais créer quelque chose. C'est automatique. C'est-à-dire une fois que les mots sont posés, derrière des images arrivent. Et une fois que les images sont là, il faut absolument que je dessine. Donc quand je les ai dessinés, ensuite je les grave. Parce que tu as une technique un peu particulière. En fait, tu nous disais que tu étais autodidacte et que tu utilises différentes matières, en fait, différentes techniques. Et voilà, on a un joli panel de tableaux qui sont exposés. Et est-ce que tu pourrais nous les présenter, nous expliquer comment tu déjà celui qui est à votre droite. Magnifique. Par exemple, c'est le premier de la série que j'ai intitulé Entropie émotionnelle. Donc celui-là, il traite de la différence. Donc déjà, le support, ça va être toujours du bois, exclusivement du bois. Et ensuite, donc tout ce qui est figuratif, moi je le dessine, après je le grave.
parce que j'aime l'idée de pouvoir toucher derrière mes tableaux. Ils doivent être touchés, donc c'est un peu. C'est vrai que quand on voit en fait, on a certains reliefs, c'est vraiment gravé comme gravé dans le, voilà. Ouais. C'est vrai que ça donne envie d'aller toucher, exactement. On voit la profondeur en fait. Voilà. Et tout ce qui est éclair, on va dire, hein, c'est fractal, on appelle ça. C'est fait avec un courant électrique de 10 000 volts. Donc, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux en fait ta technique, j'ai regardé, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment à voir. Voilà, oui. Et c'est rare aussi, hein. Il y a très peu de peintres qui utilisent cette méthode. Et donc je vous invite tous à les regarder parce que moi j'étais vraiment agréablement surprise. Alors je voudrais poser une question et te déranger. Non, pas du tout. On est complémentaires. Et lorsque tu écris, donc grâce à cette écriture, c'est là que tu as créé tes tableaux. C'est ça, exactement. Hein? Et pourquoi tu ne les mets pas en slam ou en de ce que tu as écrit en slam sur le tableau? On allait et la musique. Alors ça c'est en fait, si vous voulez, l'écriture c'est une musicalité. Donc en fait il y a un rythme et dans tous les textes que j'écris j'ai une musicalité, j'ai la musique qui va avec, mais j'ai pas encore le talent pour les chanter. Donc ça ce sera pour moi la prochaine étape, c'est maîtriser mes cordes vocales correctement. T'es pas obligé de chanter, hein, parce que si, ça j'en ai envie vraiment. Avec des chœurs et tout ça. Ah non, mais il a envie de chanter. L'idée c'est ça. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est-à-dire c'est un artiste accompli parce qu'en fait il va lier, il y a l'émotionnel, il y a l'écrit, il y a la production, la peinture, et il y a aussi le chant, la musique. Ouais, donc c'est vraiment formidable de pouvoir, je trouve, réunir tous ces arts en un seul. Donc c'est une particularité que tous les peintres n'ont pas. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le souligner. Et après aussi, une des particularités que j'ai, c'est que je n'utilise quasiment pas de pinceau. J'aime pas ça. Exactement. Ouais. Donc j'utilise des seringues avec des aiguilles pour dessiner. Et je vous invite à regarder le tableau qui est derrière lui, qui est magnifique. Moi, il me fait de l'œil, hein, ce tableau de flamenco qui est juste derrière lui. En fait, tu vois le rouge avec. Est-ce qu'on puisse le voir un petit peu? Toi, tu vois pas. Ouais, il est vraiment magnifique aussi. Il est de là. Moi, je regarde celui d'en haut qui ressemble beaucoup à Love Sister au niveau des couleurs. Ah oui, oui, des couleurs. Voilà, donc Mais l'autre derrière, c'est vraiment avec des fleurs. Pendant quelques jours. Pour le décor. Et ensuite aussi, je vais peindre avec soit les doigts, des éponges, du sopalin ou de l'aérographe. Et je joue sur la profondeur, la pénétration de la lumière et la profondeur des couleurs. C'est-à-dire que sur celui que explique-nous, c'est important, voilà. Sur celui que vous désignez juste derrière, là, il y a 400 couches de peinture. Ah ouais. Là, il apparaît clair, très clair, mais il va suivre un peu le rythme de vos émotions. Vous êtes un peu d'une humeur sombre, pas trop de lumière dans la maison, il est plutôt sombre. Et un rayon de soleil, une lumière artificielle, et là, il va changer de couleur. Plus lumineux. Ta maison doit être magnifique avec tes tableaux. C'est un bazar total. Donc il y en a absolument partout. C'est plus un atelier, la maison, que... voilà. Peu importe, le résultat compte. Oui. Et en plus de ça, tu as aussi d'autres cordes à ton arc, parce que c'est ça aussi qu'on retrouve aussi derrière l'humain, c'est qu'au-delà d'être artiste accompli, j'ai envie de dire, tu es aussi enseignant. Oui. Voilà. Et donc aussi, c'est important aussi, je trouve, de nous parler de ça, de ton expérience personnelle et ce que tu fais à côté. Donc moi, je suis enseignant en lycée professionnel et j'enseigne la maçonnerie. Et en parallèle, dans le lycée, j'anime un atelier de théâtre d'improvisation parce que je fais du théâtre depuis... C'est extraordinaire, je 15 ans, je pense. Dans quel établissement tu travailles? Je travaille à Nîmes, au lycée Frédéric Mistral. Ah oui, d'accord. Ouais. Et moi, les élèves et le contact avec les élèves, je suis à ma place. Ça me parle aussi, puisque moi aussi, j'enseigne dans une école aussi. Alors, j'ai ma propre école de danse, mais j'enseigne aussi dans une école primaire, la danse. Enfin, la danse, entre autres, mais voilà. Et l'avantage d'être dans un atelier, pendant que les élèves exécutent, on peut discuter de plein de choses et je les amène vers la littérature. On passe parfois un fin de cours à lire Victor Hugo, à lire des choses comme ça. D'accord. C'est fabuleux cette ouverture d'esprit parce qu'ils viennent dans un lycée, si j'ai bien compris, professionnel, un peu plus sur le bâtiment, et tu leur ouvres vraiment à la culture, à l'art. C'est fabuleux. Parce que je crois vraiment à ça, en fait. Aussi. Je crois vraiment au fait qu'on devrait vraiment centrer les choses, notamment dans l'éducation, sur l'ouverture à la littérature, à l'art en général. Exactement. Nous sommes essentiels. Oui, totalement. Et puis c'est ce qui va nous construire, je pense. C'est ce qui m'a construit. La littérature, c'est ce qui m'a construit au fil des années. Avec des Camus, des Victor Hugo, etc.
Et moi, tout ce que j'exprime, ça va être un peu tout ce résultat-là et de cette espèce d'introspection que j'ai pu avoir. Parce que l'entropie, c'est le mouvement intérieur. Et la première série que j'ai faite, donc j'ai 8 tableaux. 8 tableaux, c'est à peu près 2 ans et demi de travail, 8 tableaux. Énorme. Et ça traite de tout ça. C'est vrai que c'est une mise à nu, enfin c'est presque, oui, on en parlait la dernière fois, c'est une mise à nu en fait de la personne que tu es aussi, oui. Et de tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu as envie de transmettre et de donner, de partager. C'est ça. Et pour moi, c'est ça, l'artiste accompli, de pouvoir en fait se servir de la matière pour pouvoir exprimer ce qu'il ressent. C'est pas donné à tous, donc moi j'ai été agréablement surprise de découvrir ce que tu fais. Et aussi, on peut aussi parler aussi de tes projets, voilà, de temps en temps tes expositions que tu fais. Alors pour l'instant, je me suis beaucoup plus concentré sur l'écriture et la réalisation, mais beaucoup l'écriture. Enfin, ça s'impose à moi, donc j'ai pas le choix. Quand j'ai des phases d'écriture, c'est 4 mois d'écriture. C'est un canal en fait, J'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix. Après, je vais travailler avec une photographe. Moi, on a un texte que j'écris en commun. Ensuite, un tableau, le tableau il s'impose à moi. Et elle, derrière, elle crée son costume en rapport avec le tableau et elle prend les photos. Voilà. C'est un tout, alors c'est un tout. Oui. Artistique, c'est un tout artistique. C'est ça. Alors j'ai une petite question, du coup, si je peux me permettre. C'était de savoir si vous aviez fait des recueils, justement, de tous les textes que vous écrivez. Oui, j'ai celui-ci. Voilà, ça tombe bien, on pourrait peut-être le faire passer pour qu'elle voit directement, le voir. Alors, le titre, c'est Entropie émotionnelle. C'est cette espèce de... Alors, l'entropie, au niveau scientifique, c'est plus quelque chose de chaotique. Mais sinon, littéralement, c'est un mouvement intérieur. L'introspection. Oui, et en fait, c'est une mise à nu parce que dans notre société, la place de l'homme ne me convient pas, personnellement. C'est-à-dire que j'ai des émotions, je les assume, et on nous les interdit un peu parfois. Et c'est ça qui est formidable que l'art. Depuis peu. De toute façon, ce sont les femmes qui sont émotives, pas les hommes dans la société. Ah si, il y a des hommes émotifs. Oui, mais c'est important ce que tu dis, c'est important aussi parce que justement les mentalités sont en train d'évoluer. Oui. Alors, rapidement, parce qu'on va être obligé de clôturer et que tu te présentes, mais on voudrait savoir si tes œuvres sont en vente ou on peut, voilà aussi. Oui, tout à fait. Et on peut te joindre alors pour les acheter. Tu vas regarder et le livre, il est en vente aussi, on me demande. En fait, si vous voulez, le livre va avec le tableau. Ah voilà. Oui, c'est le. Voilà. D'accord, ok. Et donc on peut te. Ouais, Stéphane, regardez la caméra. Tu regardes la caméra en fait et tu t'expliques bien où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors moi, c'est très très simple. C'est-à-dire que j'ai un site internet, c'est www.stéphanegriot.com. Et vous avez tous les liens qui vous amènent vers les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors Instagram, ça va être aussi Stéphane Griot, donc c'est assez simple. Et c'est toujours le même nom qui ressort. Et en tout cas, je vous invite fortement à aller voir vraiment sur les réseaux sociaux tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Ah oui. Bravo, Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors maintenant, moi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très 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 bien et qui devient une amie, n'est-ce pas? Parfait. Bonjour. Cécile Naval. Vous êtes venue à 2, donc j'ai eu la surprise de savoir que on s'était déjà rencontrés, Cécile. Et donc, on va te présenter un petit peu. Et avant de te présenter, on va voir. Et là, on va savoir. Et on va se rappeler peut-être, certainement. Souvenir oblige. Avec Dominique Font. Avec Dominique, voilà. Et la présidente des Reines de Cœur. Et nous allons voir une petite vidéo, tous ensemble, pour voir de quoi on va parler. D'accord. Zonta a été créé en 1919 à Buffalo, aux USA. Il est maintenant représenté dans 63 pays, à travers 1200 clubs-services. Il regroupe plus de 29 000 membres. Notre club Zonta Montferrier aux Lames de Gouges fait partie du district 30 qui englobe France Sud, Allemagne Sud-Ouest, Italie Nord-Ouest, Principauté de Monaco, Suisse Sud et Ouest, Bulgarie, Macédoine et Roumanie. Zonta a pour but de faire évoluer le statut juridique, économique
et éducative des femmes par le service et le plaidoyer en leur permettant d'acquérir leur autonomie et d'améliorer leur état de santé. Zonta encourage des jeunes femmes par l'attribution de bourses. Zonta lutte contre les violences faites aux femmes. Pour cela, Zonta Club Montferrier Olympe de Gouges organise différentes manifestations, pièces de théâtre, manifestations sportives, dîners-spectacles, loto, tournois de bridge, afin de récolter des fonds qui seront attribués à des associations qui sont en lien direct avec les femmes en difficulté. Si vous souhaitez nous aider à lever des fonds, assistez à nos manifestations. Devenez membre de notre club. Donc, on a vu la vidéo et je voudrais que tu me parles justement du rôle de Zonta. Oui. Donc, Alors, en fait, Zonta Club de France. Oui. Alors, Zonta, ce sont des clubs qui ont été créés en 1919 aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que après la guerre, les femmes qui avaient remplacé leur mari, leur frère, leur compagnon ont décidé de ne pas rentrer s'occuper de leur casserole, mais de continuer à faire tourner le monde et à défendre les droits des femmes. Voilà. Ça, c'est important. Hein. Voilà. C'est important. C'était en 1919. J'ai quelques années, mais bon, j'ai quand même attendu pour créer le club qui s'appelle Zonta Montferrier Olympe de Gouges. Alors, je ne sais pas, Muriel, si tu as déjà entendu parler d'Olympe de Gouges, qui pour nous est une égérie, est une femme extraordinaire. Donc, elle vivait au moment de la Révolution et elle a écrit le droit des... il y a eu à ce moment-là la Déclaration des droits des hommes, de l'homme, et elle a écrit la Déclaration des droits de la femme. Et c'était une femme qui était, au moment de la Révolution, elle prônait pour les femmes tellement de choses qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore entièrement appliquées. C'était une véritable avant-gardiste. Hein. C'était une avant-gardiste, c'était une femme qui franchement, était extraordinaire. Et tellement extraordinaire que quand même Robespierre a décidé de lui couper la tête pour la faire taire définitivement. Voilà. Et voilà, voilà, c'est ce qui se passe. Et donc là, tu mets à l'honneur, là, bien entendu, Gisèle Pellicot, bien sûr, dont on parle beaucoup. Hein. Bien sûr. La malheureuse. Bien sûr, puisque quand on est dans les clubs Zonta, on s'intéresse aux droits des femmes. Et d'autant plus à des femmes comme Gisèle Pellicot qui ont eu le courage, la force, l'abnégation d'être capables au cours d'une audience d'affronter le regard d'hommes qui ont eu, bien entendu, vous le savez tous, une attitude absolument épouvantable avec elle. C'est presque d'ailleurs incroyable. Et c'est presque, on se dit, c'est... Ça existe. C'est une chose abominable. Et c'est vrai qu'elle a eu une force phénoménale et qu'on peut parler d'elle. À l'heure d'aujourd'hui, elle est médiatisée. Mais elle n'a pas cherché à être médiatisée, elle a cherché à faire face à ce qui lui est arrivé et l'horreur qui lui est arrivée. Et donc, elle n'a pas voulu qu'on la regarde comme une chose. Elle a voulu pas comme une victime, surtout. Pas comme une victime ni une chose. Voilà. Elle a voulu qu'on regarde sa fierté de femme. Sa force. Et sa force. Ça, c'est important. Donc, et elle a voulu être un modèle et surtout permettre à d'autres femmes de pouvoir elles-mêmes témoigner. Et je pense que ça a marqué beaucoup de femmes. Tout à fait. Et ça fait bouger beaucoup de femmes aussi en même temps. Et aussi, je voudrais que tu me parles justement on va changer un petit peu de sujet puisque tout le monde connaît cette histoire. Hein, le rôle de Zonta à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je suis donc la présidente fondatrice, mais j'ai avec moi Arlette qui est la présidente actuelle du Enchantée, Arlette. Donc je vais quand même lui laisser la parole parce que elle est aussi avertie maintenant que je puis l'être Je pense. Donc elle va prendre la parole. Et elle s'intéresse vraiment à tout, hein, d'ailleurs. Tout à fait. En fait, l'objectif principal du Zonta est de promouvoir l'autonomisation des femmes à travers le monde et grâce à des services et des plaidoyers. Et le terme Zonta en langue sioux signifie honnêteté et ligne de confiance. Voilà. Donc, on a à peu près 63 000 membres dans le monde, répartis dans 63 pays.
et à peu près 40 clubs en France. Énorme, c'est énorme. Et on voudrait être beaucoup plus. Déjà, quand il y a 63 000... Oui, comment les gens viennent à vous? J'ai une question par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Zonta. Ah non. En réalité, c'est un club-service, comme beaucoup d'autres clubs-services. Hein. Sauf que nous avons la particularité de nous occuper uniquement des femmes et de droits des femmes et des enfants, bien sûr. Oui, d'accord. Et nous, on nous connaît par les réseaux sociaux aussi, et puis surtout par les nombreuses manifestations que nous faisons tout au long de l'année. Vous travaillez un petit peu avec le CIDFFF, par exemple? Bien sûr. Oui. Principalement, nous travaillons avec eux depuis plus de 15 ans. D'accord. Oui, bien sûr. Et avec la nouvelle Maison des Femmes, Agnès McLaren, qui a ouvert ses portes en juin, notamment sur Montpellier. Il va y en avoir une sur Béziers aussi prochainement. D'accord. Voilà. Alors, je posais une question qui est toujours en rapport, bien entendu, avec Zonta. Comme c'est dans le monde entier, quand même. Comment vous pouvez vous battre lorsqu'on marie une enfant? Alors justement, c'est un peu aussi notre rôle. Important. Alors, si vous voulez, chaque 2 ans, nous avons ce qu'on appelle des conventions internationales et on se retrouve avec tous les clubs du monde entier. Et c'est des moments absolument extraordinaires puisqu'on ne parle pas la même langue. Ah oui. Alors évidemment, on s'exprime en anglais, mais on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on vient d'horizons totalement différentes et on se retrouve avec une communion extraordinaire parce qu'on travaille avec les mêmes intentions, le même but, et entre autres, la lutte contre les mariages forcés pour les jeunes filles. Et ça, c'est dans le monde entier, même en France, ça existe, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah bah, aucun doute. Hein. Aucun doute, voilà. Quand elles sont emmenées, elles sont emmenées. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles savent pourquoi. Tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas d'autre solution que d'en parler, que d'avertir, que de contacter des médecins, parce que parfois, ils sont plus au fait de ce qui se passe dans les familles, etc. Voilà, on essaie d'informer. C'est très difficile, hein. Très difficile. De nos jours encore, on n'est pas encore arrivé à pouvoir maîtriser cela. Et je pense qu'on en a parlé dernièrement. Et j'ai eu un décès qui était presque familial. Vous m'avez parlé. Oui. Et j'ai appris après sa mort, il y a peu de temps, il y a un mois, qu'elle avait été mariée de force et que son mariage était signé à l'âge de 12 ans. Et qu'elle a été mariée avec un homme de plus de 50 ans, 58 ans. Oui. Et elle a eu un fils. Et un fils qui, elle, toute jeune, donc elle avait 14-15 ans. Je voudrais lui rendre hommage. Je m'excuse, mais on prendra 2-3 minutes de plus. Je voudrais lui rendre hommage. Elle s'appelait Naïma Razi. Et pendant 23 ans, elle a vécu avec nous. Et elle l'a gardé parce que c'était sa culture. Et que peut-être qu'elle n'avait pas le droit, mais elle a eu ce bébé. Elle a dû s'en occuper petite fille, sans doute. Et ensuite, elle est partie. Et elle a laissé ce bébé à sa mère et ses sœurs aînées, qui étaient 20 ans plus vieilles ou quelque chose comme ça. Et ils l'ont massacré de coups, ce bébé. Et ils l'ont mis dehors. Parce qu'elle a été une mauvaise mère et une mauvaise épouse. Et le père l'a plaqué le jour de la naissance du petit. Là, aujourd'hui, c'est un cauchemar. Et j'en apprends tous les jours et c'est un cauchemar. Mais il faut justement, lorsque nous allons au CIDFF ou la Maison des Femmes, il faut entendre les histoires de toutes ces femmes. Et ce sont des choses absolument bouleversantes. Et on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à elles et d'essayer. Et ce qui est surprenant, c'est que quelquefois, par exemple, nous faisons une action qui s'appelle Musée pour toutes. On emmène des personnes inscrites au CIDFF au musée un après-midi pour leur permettre de s'évader. Et je vous assure que c'est des moments d'émotion extrême parce qu'elles se livrent, elles expliquent, mais surtout, cela nous montre du doigt que les femmes victimes de violences, ce ne sont pas des femmes qui sont d'un milieu social particulièrement difficile. Vous rencontrez des jeunes femmes et vous, en réfléchissant, vous vous dites, ce pourrait être ma fille, ma nièce. Ma mère. C'est ça dépend de la mauvaise rencontre. Et c'est terrible, c'est vraiment beau. Excusez-moi, si je peux me permettre, ce que j'arrive pas à comprendre, on est en 2025.
Eh oui, bah oui. Ce que vous dites, ça paraît incroyable. Est-ce que vous savez Que ça quand existe même encore ces histoires. Est-ce que vous savez quand même que depuis le 1er janvier, il y a déjà 4 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons. 4. Bien sûr. Il y a environ 120 femmes par an en France Qui meurent sous les coups. qui meurent sous les coups Et de leurs de quelle compagnons. culture elles étaient? N'importe quelle. Quelle culture? Il n'y a pas de culture La particulière. bêtise n'a pas de frontières. Non. Vous savez, moi, je suis de 5e génération, je suis de race gitane. À l'époque, chez nous, ma mère me disait, quand ils étaient tout petits, celle-là, elle va se marier avec mon fils. Des fois, ça arrivait, parce que bon, le couple se plaisait, et des fois, ça ne le faisait pas du tout. Ma mère s'est mariée avec mon père, et ils n'étaient pas parentés. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus, même chez nous, dans ma communauté à moi. La femme, si elle a le choix. le béguet Ouais. d'un gars, Oui. elle va se dire, mais ça sera lui, mon mari. On ne les force plus, les gens. C'est fini. Eh oui. De forcer quelqu'un, de se marier avec quelqu'un, vous vous rendez compte, de 50 ans de plus. Et alors, Et Mais c'est c'est incroyable. et tu as raison pour justement. pour un peu dédramatiser, dédramatiser si on veut, mais on va dans les écoles, nous aussi, on va dans les écoles à partir CM1, CM2, 6e, 5e principalement, parfois plus loin, mais bon, depuis de nombreuses années. Et on y va pour parler d'une association qui fait partie du Zonta, mais que nous avons appelée Léo, Léa égale Léo, respect, égalité. Et lorsqu'on parle aux enfants, on leur montre un PowerPoint avec ce qui se passe dans les autres pays du monde. Et entre autres, ces mariages forcés. Et j'ai des petites filles qui m'ont dit « Quoi ? Mais elle va se marier avec un vieux !» Ben, madame sort un avantage, il va mourir tout de suite. C'est le pragmatisme. Et le regard de l'enfant. Oui, bien sûr. Mais tu sais que si son mari meurt, elle épousera le cousin, le frère, ou etc. Exactement. Oh non, c'est madame, ça, le c'est problème. pas possible. C'est Non. pas possible. Non, elle avait trouvé le subterfuge, mais elle n'avait pas compris la suite. Quel est le rôle à l'heure actuelle? Est-ce que vous faites des événements quoi, artistiques, quoi, quels événements? Alors, des projections de films, des représentations théâtrales, mais aussi des lotos, des bridges, l'organisation d'une grande course à Montferrier, la visite au musée pour toutes, la remise de prix lecture-écriture, justement au niveau des écoles, avec Léa Léo. Voilà, tout un tas d'événements qui nous permettent d'aider en fait, les associations locales. Est-ce qu'il y aura des concerts? Vous ferez des concerts? C'est ce que j'allais faire. Je viens. On a pensé à vous. Je viens bénévolement. C'est très beau Ça, ça. c'est quelque chose qui me tient à cœur. Merci beaucoup. Je viens, je ne serai peut-être pas seul. Il y aura d'autres chanteurs, parce que j'en connais des grands chanteurs. Et je viendrai avec toi, José. Ah ben oui. Si tu veux une Même danseuse Stéphane, il aussi. chante super bien. Et tu veux les peintres. On vient tous. On vient tous. Et toi aussi, tu peux venir Pour avec exposer et chanter. Justement, parce qu'en fait, l'antenne nimoise Ça serait super. Hein. de votre association, l'antenne nimoise, j'ai ma fille qui a dansé Pour Zonta. voilà. Ouais. Zonta Il y a- Limoromen. elle Voilà, c'est s'appelle. ça. Il y avait des témoignages. Oh là, c'est Ensuite, bien là. ouais. Je suis Et, ravie de rencontrer quelqu'un qui connaît Zonta, c'est pas Oui, oui. toujours. Et ensuite, il y a des expositions d'artistes Oui. exclusivement des femmes. Et je suis allé voir la présidente et je lui ai dit, mais nous les hommes, on est associés à 100%. Et donc, vraisemblablement, je vais être le seul homme. à faire- Non, c'est chouette, quoi. C'est très bien. Alors, maintenant, vous avez compris, vous échangez les bons numéros de Les téléphone. coordonnées, si vous avez besoin d'en Merci à vous. Je voudrais, Cécile et Oui. ma chérie, je voudrais que vous regardiez la caméra Bien sûr. et vous nous disiez comment on fait, mais vraiment pour vous joindre de tous les côtés. Bien sûr. Alors, nous avons Spectacle gratuit. nous avons un site. etc. C'est vrai. Nous avons un site www.zonta-montferrier-olympe-de-Gouges. Et puis, on peut joindre la présidente. Et nous avons aussi une page Facebook également, Zonta Montferrier au Lame de Gouges. Et un numéro de téléphone peut-être, parce que si c'est... Non. Oui, mais écoutez, je peux vous donner le mien. Donc Oui, mais donne-le, c'est pas grave. Hein. Donc, De toute façon, si quelqu'un est incorrect, on saura le remettre en place. le 06 33 50 04 72.
Et vive les femmes, n'est-ce pas? Complètement. Vive les Ouais. femmes. Après avoir eu cet échange extrêmement puissant, je dirais, nous allons passer à la rubrique du docteur Love Sisters, Alain Colombier. Bonjour Alain. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Heureux de Aujourd'hui, vous nous retrouver. allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler en cette période de Téléthon un petit peu, chercher quelque chose qui puisse s'y rapprocher, et qui en même temps concerne certains de nos amis. Donc, une maladie qui est à la fois une maladie rare, qui peut s'associer un petit peu aux pneumopathies. C'est ce qu'on appelle, en termes strictement médicaux, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Ah, d'accord, Voilà. on connaît mieux maladie de Charcot. On connaît mieux la maladie de Charcot. Ouais. La sclérose latérale amyotrophique, le nom te dit, quand tu l'interprètes, où c'est que ça se passe en fait. C'est une maladie qui atteint les neurones qui sont chargés de la motricité des membres, mais pas que des membres, c'est aussi la motricité des muscles respiratoires, c'est la motricité des muscles des yeux, et qui sont sur la partie latérale de la moelle épinière, tout au long de la moelle épinière. Une dégénérescence de ces neurones, pour une raison qui associe des facteurs de risque qu'on ne connaît pas trop encore, qui peut être génétique dans à peu près 10% des cas, transmissible dans 10% des cas, et qui va entraîner donc comme symptôme des difficultés de plus en plus importantes au fur et à mesure que le temps va passer à la motricité. C'est peut-être la motricité au niveau des membres qui va surtout toucher au départ plutôt les extrémités, les gestes fins au niveau des mains, au niveau de l'aisance qu'on va avoir à effectuer certaines tâches précises, fines, etc. Au niveau des pieds également, avec des chutes à répétition. On se demande pourquoi la personne va chuter et on se rend compte qu'en fait, tout simplement, elle va avoir des difficultés à relever la pointe du pied. Quand tu marches avec le pied, on appelle ça en termes médicaux, on appelle ça un stépage. Quand tu marches avec la pointe du pied qui tombe, quand tu avances le pied, tu vas accrocher. D'accord. Tu comprends? Voilà. Si tu montes les escaliers, encore plus. Si tu montes les escaliers, tu es obligé de relever le pied. Si tu montes les escaliers avec le pied qui est en flexion, tu vas accrocher l'arête de la marche supérieure. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Et quand on a des chaussures, c'est pareil? Oui, absolument. À moins que tu aies des chaussures appareillées. Ah, d'accord. Voilà. Mais des chaussures à talons, par exemple? Quel que soit le type de chaussure, Okay. tu vas avoir tu vas avoir du mal à relever le pied. Ça peut être aussi au niveau des yeux, tu vas avoir l'impression de voir double parce que les muscles qu'on appelle oculomoteurs, c'est-à-dire que les muscles qui permettent de bouger l'œil, de regarder en haut, en droite, en haut, en bas, à droite, à gauche, les muscles vont petit à petit se paralyser. Donc le regard de chaque œil ne va pas forcément suivre l'autre. Donc tu vas avoir une vision double, parce qu'au niveau du cerveau, la vision des deux yeux ne va pas être coordonnée. Mais au niveau visuel, ça va pas se voir. Au niveau visuel, petit à petit, tu vas avoir l'impression que la personne, comme c'est louche un petit peu. Ah. Voilà. Mais en fait, tu vois, tout ça, c'est très variable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, et surtout au départ, une porte d'entrée dans la maladie avec des symptômes très vastes, très vagues. Donc difficile à diagnostiquer. Très difficile à diagnostiquer. D'accord. Il peut y avoir plus de 10 ans de retard dans le diagnostic de la maladie. Oh. Est-ce que si elle avait été déclarée avant, on aurait pu éviter, prolonger Pour le moment, on ne sait pas trop. Pour le moment, ça fait partie justement de ces maladies rares où on cherche des traitements, où on n'a pas encore trouvé de traitement. L'espérance de vie moyenne de personnes atteintes de la maladie de Charcot de nos jours est à peu près de 3-4 ans. Une fois diagnostiqué. Une fois diagnostiqué. Et je crois qu'il peut perdre aussi l'usage de la parole. C'est un muscle, le larynx c'est un muscle comme les autres, les cordes vocales sont des muscles. Et aussi, pas oublier, le diaphragme, les muscles intercostaux et tout ça, sont aussi des muscles, et des muscles qui servent à respirer. Donc de plus en plus de difficultés à respirer. De plus en plus de difficultés à respirer, jusqu'à une issue fatale. Alors tout dépend, mais ça peut être effectivement la forme d'un décès en fait. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut surtout, c'est adapter à chaque personne les aides qu'on va pouvoir avoir
au niveau de la personne en particulier, au niveau de l'évolution de la maladie, pour, par exemple, la mobilité. Ça peut commencer par une canne, ça peut finir par un fauteuil roulant, voire un fauteuil roulant électrique. Pour la communication, adapter, y compris l'intérieur de la maison, par exemple la domotique. On a maintenant des commandes de la maison dont on sait, avec les programmes informatiques, qui peuvent fonctionner rien qu'au clignement des yeux. D'accord. Donc, avec un clignement des yeux, tu peux commander d'allumer ou d'éteindre la lumière, d'ouvrir, de fermer les volets de ta maison, etc. Donc, comme tu dis, toi, quand c'est diagnostiqué il y a 4 ans, donc on n'a pas de recul, ça veut dire que même en ayant de la kiné, plein de soins, voilà. Rien n'évite. On ne peut pas l'éviter. Pour le moment, on ne sait pas l'éviter. Rien ne ralentit on sait ralentir l'évolution de la maladie. Ce qui est très important, c'est la prise en charge dans des centres multidisciplinaires spécialisés dans le traitement de la maladie. Donc ça existe. Où la personne peut faire des stages, où la personne peut faire comme des cures, etc. Des cures d'un mois. Des cures d'un mois, voire de plus éventuellement. Et ça permet effectivement de prolonger l'espérance de vie. Oh là là. Voilà. Et donc tout ça, ça va mettre aussi en jeu tout un environnement, y compris les aidants et les aidants familiaux. Et ça veut dire, mais ça, je prévois de vous faire à tous une chronique là-dessus, sur ce qu'on pourrait appeler l'aide aux aidants, la prise en charge des aidants. C'est terrible. C'est terrible, parce que dans des maladies comme ça, on verra d'autres types de maladies aussi, quand les dents flanchent, si on peut dire, c'est un gros problème. Et ça arrive beaucoup. Et ça arrive de plus en plus, oui. Parce que les pathologies sont de plus en plus lourdes. Ouais, voilà. Et voilà, ça c'est sûr. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aider la recherche, n'oubliez pas de participer à... peut-être de penser à cette maladie lorsque quelqu'un... Et de penser, d'évoquer cette maladie lorsque quelqu'un a des symptômes comme ça qui paraissent un petit peu bizarres. Oui. Voilà, c'est un petit peu... on parle de la sclérose latérale amyotrophique, là, la maladie de Charcot. C'est un petit peu... On peut faire un parallèle aussi avec la sclérose en plaques, par exemple. Aussi, c'est un peu la même chose. Terrible. Absolument. Maladie terrible. Donc, on vous remercie beaucoup. On vous remercie. Je vous remercie, moi, en tant que médecin, de penser à toute l'aide que vous pouvez apporter à la recherche, parce que comme on ne peut pas trop compter sur nos gouvernants en ce moment, donc on compte sur vous. Mais tu t'investis déjà beaucoup. Ben oui. Et beaucoup de personnes autour de nous s'investissent aussi. Absolument, tout à fait. Donc voilà, je tiens à féliciter toutes ces personnes. À féliciter les reines de cœur aussi, à féliciter tous nos amis qui participent à tout ça. Tous nos amis, y compris nos maris et nos femmes. Absolument, et qui nous supportent. Qui nous supportent. On vous dit au revoir. À très bientôt, au revoir. C'est Florence qui nous a invité Eric. Bonjour Eric. Et bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Essaye avec le micro, Eric. Oui, c'est vrai. Eric, après une carrière dans l'automobile, tu as décidé de faire la sculpture de fer. On a là sur le plateau certaines de tes œuvres, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Une petite partie, c'est une petite partie. Et ta particularité, on peut le constater quand on regarde, c'est que tu as décidé de consacrer ton œuvre au buste féminin. Et oui. Voilà. Et aux rondeurs, principalement. Oui. Principalement. Au départ, j'ai fait quand même comme celui-ci là, qui est en plus les bustes qu'on voit dans les magasins là, assez filiformes et tout. Et j'ai trouvé ça plus intéressant de faire des formes, je dirais presque africaines, comme celle qui est ici là. C'est très très beau. C'est très africain. On le voit de près, le travail vraiment. Là, la fesse, elle est magnifique, la fesse. Voilà. Elles ont de belles fesses, c'est vrai. Donc tu avais envie de sculpter des belles fesses. Exactement. Et c'est pour ma retraite. C'est pour ma retraite. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Soit aller jouer à la pétanque avec les vieux du village, soit aller faire du football, ou alors je sais pas. Alors, donc pour toi, Eric, c'était les boules ou le boule, quoi. Ouais, voilà. C'était bien. Alors. Si, je dis ça, mais les boules de pétanque, là, je suis en train de recycler des boules de pétanque et faire des... Parce que je
Ça commence à devenir c'est lourd. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu m'as dit combien ça pèse à peu près. Combien ça pèse Très bonne question, j'en sais rien. Mais bon, tu le soulèves d'une main, c'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd du tout. Non, même celui qui est à côté de toi, là, tu le prends d'une main, tu le soulèves. Et ça, tu l'accroches comme un tableau, là. Alors, j'ai dit que tu avais démarré une carrière dans l'automobile où tu as forcément fait de la soudure. Oui, ça c'est alimentaire. Oui, non, mais bien sûr. Watson. Mais après, en arriver à avoir cette idée, moi j'aimerais savoir comment c'est venu. C'est une bonne question. Tu sais pas. Je sais pas, c'est une passion peut-être. D'accord. non, mais au départ, alors je n'ai pas fait que ça. J'ai commencé par faire des sculptures un peu Mad Maxiennes. C'est des trucs un peu très masculins, très virils. Et puis je sais pas. Il y a un moment où je me suis découvert un univers un peu plus féminin. C'est le côté féminin chez les hommes, il est caché. Donc moi je l'ai découvert. D'accord. Voilà. Et puis il se trouve que plus ça va, plus je les travaille et plus ça devient fin. J'aime bien les petits détails, voilà. Et puis bon, j'ai été aidé quand même. Tu travailles sur des modèles, des modèles. Des modèles que je fais en terre. En terre. Voilà. Je les fais d'abord. Je fais d'abord mon modèle en terre que je recouvre de plâtre. Donc c'est là où je peux faire. Et ça t'est jamais venu à l'esprit de prendre une femme nue, par exemple, et de la plâtrer Non, je suis pour la paix des ménages. C'est bien. Mais c'est une bonne idée quand même. Hein, c'est une bonne idée. Parce que tu fais du sur-mesure. Oui, et là, tu gagnes. Bon, je vais y penser. On discutera après. Alors, je sais que ton hall d'exposition est chez toi, Nerval, mais sinon, tu dois faire des expositions un peu partout. Alors, je suis une grosse feignasse, j'en fais pas beaucoup. Hein. T'en fais pas beaucoup, j'en fais quelques-unes. Mais après, je fais partie d'une assoce qui m'ont permis d'avancer aussi, d'une assoce des 4 saisons qui est à Frontignan, et une autre également à Balaruc avec JP et Eric Mélanier, là, qui sont JP que vous avez reçu d'ailleurs ici. Et on se fait des petites expos sympas, mais c'est vraiment pour le plaisir. C'est pour le plaisir. Alors, quand j'en vends une, je suis content parce que ça me paye un peu de ma camelote. Mais après, je cherche pas la gloire. De toute façon, si la gloire, c'est avant 60 ans. Bon, c'est trop tard. Non, ça à tout âge. Là, vous êtes d'accord avec moi. À tout âge. Non, mais moi, je me fais plaisir. Voilà, je me fais plaisir. Non, ne dis pas ça. Tu nous avec Muriel, parce que non. Non, mais tu pourrais quand même. Solidarité féminine, je suis d'accord avec toi. Ouais, non. Tu pourrais quand même le partager plus, en fait. Et si tu exposes, tu partages. Ah oui, j'ai une page Facebook, Insta, j'y arrive pas. Enfin, moi, je suis une buse, moi, avec ça. Mais non, mais je suis sur Facebook. Et puis, je suis dans un milieu où maintenant, je connais quand même beaucoup de monde, et pas mal d'artistes. Donc, j'arrive à faire. Là, j'ai fait une dizaine d'expos dans l'année, donc ça me suffit largement. D'accord. Très largement. Oui. Voilà, pour trop être fatigué quand même, je suis à la retraite. Hein. Combien de temps tu mets à faire un modèle comme ça ? C'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. J'en sais rien. Ça peut aller une semaine de boulot. Celle-ci, là, c'est 15 jours de boulot, hein, celle qui est par terre. Hein. Ça, c'est 15 jours de travail, plus la peinture. Voilà. Mais en moyenne, il faut une semaine ou deux semaines. En 2 semaines, on arrive à concrétiser tout. Et donc, tu sais combien tu en as chez toi, là ? Très bonne question. Je sais pas, une dizaine. D'accord. Une dizaine, plus les anciennes sculptures, plus les têtes de Maboule. C'est un nouveau truc que j'ai lancé là. Quoi, les têtes de Maboule ? Je ne sais pas, tu m'en as pas parlé. Non, parce que je viens de le créer. C'est de recyclage de boules de pétanque qui sont pourries. Ah oui, voilà, c'est ce dont et puis je fais des espèces de bestioles avec des gueules pas possibles, avec des dents. C'est lourd là. Non, ça pèse le poids d'une boule de pétanque. C'est lourd une boule. Non, mais c'était un délire que je me suis payé comme ça parce que j'avais envie de faire autre chose, puis ça me fait marrer. Moi, je me prends pas du tout au sérieux. Moi, c'est ça qui est. Après une question là, tu es passé à la couleur sur celle-ci. Oui, alors ça. Alors. Le choix, c'était une orientation. C'était un choix. Après longtemps en noir et blanc, il a décidé de passer enfin à la couleur. Non, c'était pas le mien. Non, c'est parce que j'en avais fait plusieurs des comme ça, puis ceux-là, ils avaient bien la cote. Et un jour, on m'a dit, mais tu devrais en faire un, mais peint. Et bon, je travaille avec beaucoup de peintres, donc je côtoie beaucoup de peintres. Et donc, j'en ai fait un peint, voilà. Et je fais un autre truc aussi, c'est que je travaille avec une artiste peintre qui s'appelle Sylvie Copin, qui fait des toiles.
Et moi, j'amène du métal dessus. Donc, on a appelé ça Silgib. Ça, j'en avais pas parlé, mais ça, c'est intéressant à voir aussi. Ouais. Je fais plein de choses, voilà. Tant que je m'éclate, je continue. Après, le jour où je m'emmerderai, je ferai autre chose. J'irai faire du vélo ou je jouerai à la pétanque. Sait-on jamais. Hein. D'accord. Alors, même si tu ne cherches pas forcément à exposer, que tu te régales, etc., tu vas peut-être donner tes coordonnées, donc pas Instagram, parce que oui. Tes coordonnées face à la caméra. Eh bien, face à la caméra, vous pouvez venir me rendre visite. Voilà. Donc à Mirval. Donc vous m'appelez de préférence avant au 06 89 24 59 22 et vous venez visiter mon atelier. Je vous ferai voir comment je fais. Également, je vous montrerai tous les bustes, les anciennes sculptures, les nouvelles. Enfin, voilà. 140 mètres carrés. 140 mètres carrés d'atelier, ouais. Mais j'y suis bien, mais c'est un salon de thé parce que je nettoie par terre. C'est mon côté féminin, je passe la serpillière. C'est toi qui passes la serpillière? Ah oui. Ah oui, c'est mon atelier, ça, mon atelier. Oui. Non, je suis un maniaque, mais bon, mais ça me régale. Et puis bon, les gens qui viennent, ils trouvent ça sympa. Donc voilà. Mais je vous invite. Donc, on t'appelle, on prend rendez-vous. Quand on prend rendez-vous, est-ce que tu fais un petit apéro? On peut, oui, c'est ça. Voilà. C'est intéressant. Mais il y a le côté salon aussi dans l'atelier. Ça ne gênerait pas qu'il y ait 15 filles qui arrivent de Love Sister? Oh bah non, pas du tout. 15 modèles gratos pour Eric. C'est génial. Bah oui, de toute façon, je fais pas de buste masculin, donc je vois pas l'intérêt d'inviter des mecs. Exactement. C'est vrai. Ah, mais attention. Alors, au grand désespoir. Ça peut t'intéresser quand même de voir. Non, j'ai essayé. Enfin, non, j'ai pas essayé. Non, ça. Je suis pas inspiré. Je suis pas inspiré. Non, dommage. Pourtant, on m'a déjà demandé. Après, c'est que niveau modèle, il a que des potes qui jouent à la pétanque, alors forcément, c'est pas. Ouais. Ça te fait alors, c'est un abdominal. Alors il y a des rondeurs aussi, mais elles sont pas au même endroit. Voilà, c'est rondeurs. Il est super. Hein. C'est rondeurs Cronenbourg. Eric. Voilà. Et juste, en fait, c'est du matériel de récup aussi dedans. Alors, au début, c'était du matériel de récup, mais là maintenant, non, je prends des tôles neuves, ça coûte beaucoup moins cher. Oui, c'est moins cher. Et puis c'est propre, parce que bon, quand tu prends des vieilles des vieux machins, faut nettoyer, faut enlever la rouille, faut enlever la peinture. Non, et là, tu t'emboucanes. Non. Lâche l'affaire. Du neuf. Ça coûte pas cher, la tôle. Non, ça coûte pas cher, mais enfin, le travail, quand même, il est là, quand même. Hein. Voilà. Alors maintenant, écoute, mon chéri, tu restes avec nous. Oui. Tu me dis pas, Rick. C'est bizarre que je lui dise mon chéri, hein. Je crois que j'ai une idée derrière la tête. Donc maintenant, ça va être au tour de Virginie qui nous reçoit Pierre. Eh bien, Pierre, ravi de te recevoir parmi nous. Merci. Alors, Pierre étant un artiste aux multiples talents, en fait. Voilà, et qui s'est spécialisé. Je laisse faire la présentation, vas-y. Donc, je kiffe un peu là, je prends. C'est ton moment, profite. Profite. J'espère que je vais choisir les bons mots. Alors, donc Pierre est un magicien et mentaliste et hypnotiseur. Voilà. Pas mal. C'est vrai, déjà, j'ai bien retenu. Voilà, même si c'est des domaines. Pas du tout. Non, j'ai prévu un petit truc. J'ai mis un petit papier là, mais ça c'est pour plus tard. On verra. On a prévu quelque chose. On va y venir. Ça fait pas partie de la sculpture. Ça c'est. Ah, la statue, c'est déjà facile, hein, si tu veux utiliser la statue. Non c'est fait déjà. Même moi, je peux le faire, ça. Tu veux pas hypnotiser Virginie? Non, je vais pas me laisser faire. Elle va plus parler. Je vais pas me laisser faire en plus. Ça, c'est rien. T'en sais rien. Je suis un peu réfractaire par rapport à ça, je lui avais dit. Pierre, je te l'ai dit au téléphone. Elle me l'a dit. Mais tu devais m'expliquer justement l'état d'hypnose. Parce que justement, on en était resté là. Je t'ai dit que moi, j'avais un a priori en me disant que je me laisserais pas faire. Et tu m'as dit, mais non, un état d'hypnose, quand on le comprend, on se laisse exactement. faire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'état hypnotique. Parce que, alors, il y a deux raisons à la peur de l'état hypnotique. La première, c'est l'état hypnotique en lui-même. Et après, il y a la peur de lâcher prise. Bon, ça, la peur de lâcher prise, c'est plus une question de confiance vis-à-vis de l'hypnotiseur, du contexte. Donc voilà, c'est pas de ça forcément qu'on va parler là, parce que les contextes peuvent être à chaque fois différents. Mais en tout cas, la peur de l'hypnose, moi, ça me fait rire, parce que l'hypnose est tellement naturelle. L'hypnose, c'est un état naturel dans lequel tout le monde vit entre 2 et 90 fois par jour. Voilà. Donc en fait, avoir peur de l'hypnose, c'est aussi bête, toi contre toi, hein, mais c'est au sens large, que d'avoir peur que ses ongles poussent.
Voilà. C'est parce que là, on est d'accord, tes ongles poussent. Évidemment, voilà, tu les vois pousser. Non, je les vois non, pas. On est d'accord. Sinon, c'est plus Virginie, c'est Wolverine. En fait, si elle voit les ongles qui poussent. Non, toi, t'es comme tout le monde. Tu vas aux toilettes, ça perd ce papier, ça gratte, faut couper. Voilà. Exactement. Donc, mais blague à part, les ongles poussent tous les jours. On les sent pas forcément pousser. Au bout d'un moment, on se dit tiens, il faudrait que je les coupe. L'hypnose, c'est ça. En fait, tous les jours, on la vit. Et puis, dans quelques instants, je vais peut-être te donner des petites infos. Vous allez dire ah mais merde, mais ça, je le vis tous les jours en fait. Justement, dis-nous. Voilà. Par exemple, tu sais, des fois, le matin, le réveil sonne, et puis on entend le réveil qui sonne, mais on est encore dans son rêve. Tu vois ce moment ou pas? Ça m'est arrivé ce matin. Eh ben voilà, un état d'hypnose. Assez conscient d'un côté pour entendre le réveil qui sonne, trop inconscient pour sortir de son rêve, une phase hypnotique. Ou des fois, le soir, on s'endort avec la télé ou avec de la musique. C'est ce moment où on s'endort et on a le temps de se dire « Ah, j'ai pas éteint la télé ». Tu vois ? Mais on a le temps de se penser et pourtant on est en train de s'endormir. À ce moment-là, assez conscient pour entendre le média, assez conscient pour se dire qu'on l'a pas éteint, mais trop inconscient pour ouvrir les yeux et commencer sa journée, pour se lever et éteindre la télé, ça c'est une phase hypnotique. Ou alors des fois quand on est au volant, pro de l'automobile. Mais tu sais quand tu conduis et puis d'un coup tu te dis waouh je suis déjà là. Ce moment où on se dit waouh je suis là, c'est un moment où on sort d'une phase hypnotique. Tout le temps où on ne se rappelle pas du trajet, on était sous hypnose. Voilà. Il y a pas de danger. T'es prudent, c'est ça qui est bizarre. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le sommeil, c'est pas dangereux parce qu'on est assez conscient pour interagir avec la route, juste trop inconscient pour mémoriser le trajet qui vient de passer. Voilà. Donc tu as des stades hypnotiques, on en vit tous plein de fois dans la journée, c'est 3 exemples mais il y en a encore plus. Et voilà. Donc tu peux pas avoir peur d'un état que tu vis tous les jours. Parce que là je le comprends mieux. Voilà, on a priori, mais c'est bien comme ça a permis que tu nous le développes. Après on va parler aussi. Ça c'est bien développé en plus. Hein. Exactement. Voilà. Non mais tu comprends au montage. Non, c'est bien, il a bien développé. Et du coup, en fait, je voulais parler de ta première passion, la magie, en fait, qui a commencé très tôt, en fait. Très, j'avais 16 ans. Donc, c'était il y a moult jadis. Oh, quand même. C'était avant-hier. Oui, ça dépend par rapport à l'échelle, effectivement. Non, mais pour moi, c'est il y a longtemps, malheureusement. J'étais au lycée. Et alors, pour la vraie histoire, comme tout le monde, j'ai eu une boîte de magie quand j'étais petit. On l'a tous lu à Noël. Voilà. Et comme tout le monde, j'ai rien compris parce qu'il te file un livre comme ça, 250 tours, avec des machins en plastique, tu sais pas ce qu'il faut faire et tu comprends rien, t'es trop petit pour lire correctement en plus. Donc voilà. Et ensuite, donc là, j'ai laissé tomber. Au collège, ça m'a repris. Je suis tombé dans une médiathèque, tu sais, sur les petits livres. C'est un peu comme les livres de cuisine pour les enfants. Pour cette recette, il te faut 100 grammes de farine. Il y avait la même pour la magie. Pour ce tour, il te faut une aiguille à tricoter, une boîte à chaussures. Enfin voilà. Maman, est-ce que tu as ça? Donc voilà, mais c'est moi, c'était mamie, t'as ça? Et je me revois encore en train d'essayer de perforer le chat dans tous les sens. Moi. Voilà. Enfin bon, après l'enterrement du chat, on a. J'ai laissé tomber ça pendant quelques années. Et puis je m'y suis remis quand j'avais 15 ans parce que dans ma classe. Ma prof de français était mariée à un magicien et donc elle a fait venir son mari en classe pour nous faire un petit spectacle. Et à la fin du spectacle, il m'a expliqué un petit tour, une pièce qui disparaît. Et je fais wow, génial. Et j'ai travaillé ça. Je l'ai travaillé. Le seul de la classe qui a réussi à faire disparaître la pièce à terme, c'était moi. Je montre ça à mon oncle et là il me dit c'est génial ça, regarde. Et là il prend une carte, il a fait disparaître. Et je dis quoi? Mon oncle qui fait de la magie aussi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, effectivement, il était magicien, j'étais trop jeune pour le savoir. Et puis de là, il m'a appris 2-3 petits trucs, et puis après, je me suis lancé. Et pour épater les filles aussi. Même pas. Non, même pas. Non. T'es déçu. Je suis déçu. Même pas. Mais c'est ton ça métier, marche pas en plus. Mathieu, ça marche pas. Magicien. C'est mon métier depuis où j'ai vraiment tout lâché pour ne faire que ça depuis 2007. Oui, c'est intéressant de revenir un peu sur ton parcours après professionnel aussi, l'enseignement. Tu m'as dit aussi que tu as beaucoup enseigné. En 2007, j'ai ouvert boutique et école de magie sur Montpellier. Voilà. Donc, parle-en un petit peu plus en détail en fait. Bon là j'ai fermé en 2000, ça a duré 7 ans, j'ai fermé en 2014. De combien j'étais épatée quand tu m'as dit un peu plus de 1000 élèves. Un peu plus de 1000 élèves parce que j'avais des créneaux pendant 7 ans, j'ai eu entre 120 et 200 élèves par an. Certains, si vous avez regardé un peu Incroyable Talent, pas le dernier Incroyable Talent, celui d'avant, il y a 2 ans, il y a un de mes élèves qui est allé jusqu'en demi-finale. Donc voilà, pour le coup, c'est tout cool. Et des images tout de suite. Allez, on met le banc de montage en sueur. Et donc voilà, plus de 1000 élèves et puis voilà, certains qui sont devenus pros, d'autres qui juste c'est une passion, des élèves de tout âge. Et c'est une fierté aussi de transmettre et de partager cette passion. Alors c'est une fierté, mais un jour j'ai rencontré un monsieur qui m'a un peu
mis les idées en place parce qu'il me dit ouais mais Pierre comment tu t'épanouis. Il m'avait embauché sur une tournée et il me dit mais Pierre tu t'épanouis comment. Je sais j'ai mes élèves et tout, c'est super épanouissant. Et il me regarde, il me fait non mais tu t'épanouis comment. Je dis avec mes élèves, c'est bien. Enfin, je veux dire, ils viennent, ils savent rien faire, puis après ils repartent, ils savent faire des trucs. Il fait non, mais tu t'épanouis comment. Et c'est vrai qu'il m'a poussé à réfléchir et je me suis dit effectivement, tu t'épanouis pas beaucoup là en fait, parce que tu te fais s'épanouir les autres. Et donc c'est épanouissant, mais voilà, pas totalement en vrai d'être prof. Et je le comprends, parce que moi surtout dans l'art en tout cas. Après, c'est là que tu as décidé. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Elle savait où j'allais aller. C'est là que je me suis lancé sur les réseaux sociaux parce qu'il m'a dit ça et il m'a dit moi je t'ai choisi parmi presque 200 magiciens dans toute la France pour faire cette tournée. Et il me dit, mais t'as pas de réseaux sociaux. Et il me dit, ça sert à rien. Il me dit, pour moi, t'es le meilleur par rapport à ce que je recherchais. Mais il me dit, mais ça sert à rien d'être le meilleur si personne ne le sait. Voilà. Donc à partir de là, je me suis mis dans les réseaux sociaux à fond. C'était en 2014. Et puis voilà, 2014 jusqu'en 2017. 2017, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et à partir de là, on est plus de 500 000. Abonnez-vous, ça fait plaisir. On en reparle. Justement, on va bien le préciser tout à l'heure. C'est hyper important de transmettre tes coordonnées. Et donc du coup, là, la partie chaîne YouTube en fait, et la partie aussi spectacle, tournée. Enfin, nous a un peu. C'est tout. Tout est mélangé en fait. C'est-à-dire que je vais partir le lundi, je vais être sur un tournage à Rennes avec des youtubeurs, et le vendredi je serai au Pasino de la Grande Mode pour un spectacle, et le samedi je serai à Strasbourg pour un événement pop culture. Enfin, c'est vraiment voilà, ça c'est ma vie, c'est mes semaines, et c'est super sympa en vrai pour le coup. Oui, je comprends bien. Et si tu devais définir en fait aussi, alors du côté on a parlé du côté magie, mais en fait hypnotiseur aussi et mentaliste aussi en fait. Alors magie, en fait si tu veux tout est lié en fait. C'est-à-dire que moi ce que j'aime dans la magie c'est le côté psychologique. C'est-à-dire si vous venez me voir en spectacle, on en reparle après. Mais si vous venez me voir en spectacle de magie, vous verrez qu'en fait mon but c'est de vous montrer à quel point votre cerveau peut être complètement feinté par ce que je suis capable de faire. Ouais. Voilà. Mais de l'illusion en fait, c'est ça. On peut. Ou alors il y a plusieurs trucs là aussi. Il y a la prestidigitation. Grâce à donc la prestidigitation, l'étymologie du mot presti c'est la vitesse, et digi les doigts, et donc c'est rapide avec ses doigts. Donc grâce à ça on va créer une illusion, et en créant cette illusion on donne aux gens de la magie, et la magie c'est quand l'âme agit. Ah ouais, non mais je dis beaucoup de conneries et puis d'un coup je dis un truc comme ça peut surprendre effectivement. Avoir les articulations des mains bien. Et donc voilà, après le curseur on le place selon les artistes et selon les moments, mais moi mon envie voilà, c'est que par la magie j'arrive à faire en sorte de vous montrer comment je peux prendre votre cerveau et en faire ce que je veux, mais comme je fais ça, j'aime bien forcément aller plus loin, et plus loin c'est faire du mentalisme. C'est-à-dire arriver à analyser ce que les gens pensent, font, ont en tête, choisissent en fonction de leur comportement. Et au-delà de ça, ça va être de les faire tomber dans une conscience modifiée pour faire de l'hypnose. Voilà. On a lié en fait. Le papier qui nous a laissé là. C'est pour tout à l'heure, le papier. La personne ne va y toucher, il est là. Il est là, on n'y touche pas. D'accord. Ouais. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. On voit que tout est lié. Et alors, justement, on va venir à ça. C'est où on peut te joindre, où on peut te voir. Regarde la caméra et explique-nous. C'est après. C'est là. T'inquiète pas, Américaine. Donc, du coup, c'est le moment, Pierre, justement. Est-ce qu'elle pose sa question d'abord ou pas? C'est toi qui décides. Oui, vas-y. C'est juste savoir, du coup, tu as fait ça tout seul? C'est-à-dire? Eh bien, tu n'as pas pris, parce que tu as donné des cours, tu as été prof. Oui, moi j'ai appris vraiment tout seul. Ouais. Voilà. J'ai appris tout seul. Alors tout seul. On dirait que vous vous connaissez tous les deux. Oui, parce qu'on a 3 enfants ensemble. Ouais, mais ça, personne ne vous l'a demandé avant. Je l'ignorais, donc je suis voyante, t'as vu? Ah oui. Mais. Je sais, il y a une voyante. Non, pour le coup, moi j'ai appris tout seul à travers des livres, des cassettes vidéo. Ouais. Pour les plus jeunes, les cassettes vidéo, c'est un truc en plastique noir avec une bande magnétique, vous inquiétez pas, demandez à vos parents. Mais et puis par la suite, comme j'ai dû apprendre tout seul, trouver des tours tout seul aussi. Et j'ai aussi inventé des tours tout seul, effectivement. Et voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est bien d'apprendre tout seul, mais si je veux, j'aurais été meilleur, je pense, si quelqu'un m'avait donné quelques tips. Et donc forcément, j'ai créé l'école en 2007. Alors vous avez vite vos 3 enfants, alors. Rapide. C'est rapide, hein. C'est rapidos. Tu sais, moi, Marielle, il me faut 3 secondes par enfant, ça suffit, pas plus. Voilà. Donc, on y va. Les réseaux. Tu regardes la caméra. On va faire qu'un seul réseau, parce que je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis partout. Mais j'en donne un, c'est Instagram, parce que ça fait le lien un peu partout. Donc Pierre
Pierre-C-I-R-R-C-I-K-A. Voilà, Pierre Sika sur Instagram. Et vous avez dessus en story les dates où je me produis, le lien pour aller sur mon site, la chaîne YouTube, partout. Enfin voilà. Alors, n'hésitez pas à aller regarder, c'est formidable. D'accord. Formidable. Et du coup, j'aimerais bien avoir un petit. Maintenant, là, tu suis. Maintenant. Ouais, maintenant, tout. Non, maintenant, tu fais un bien petit sûr. étalage de tes talents, quand Bien même. sûr. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit truc un peu participatif. Eh ben, on est tous d'accord. Puisse participer. Est-ce que vous avez des téléphones portables sur vous? Vous avez vos téléphones J'en ai un portables? sur la Toi, il est table. là. Si vous êtes chez vous et que vous... on va le faire ensemble, c'est pas grave. Mais si vous êtes chez vous et que vous souhaitez faire le petit tour, vous pouvez le faire ici. La magie, en fait, c'est régi par plusieurs petites choses. D'accord? La magie, le mentalisme, c'est régi par 3 choses. Le hasard, la volonté et l'émotion. Ok. Voilà. Et c'est réel parce que le hasard, c'est le hasard, on tombe dessus par hasard. Tu vois, moi, je t'envoie, si ma prof de français fait pas venir son mari en classe, je découvre pas. Intéressé à la magie. Voilà. La volonté, parce qu'il faut de la volonté pour travailler le truc et refaire pour que ce soit parfait et que ça crée cette illusion, justement. Et puis l'émotion, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est quand agit la magie, donc c'est forcément l'émotion, c'est ce qu'on retranscrit aux gens et ce qu'on reçoit aussi, c'est un échange avec le public. On va symboliser ça. Déjà, je vais vous demander de prendre vos téléphones portables et d'aller sur la calculatrice. D'accord. Attends, il faut que je mette l'application, je l'ai enlevée, j'ai horreur des chiffres, excuse-moi. Excuse-moi, c'est vraiment la première application que j'ai. On coupera ça au montage aussi. Hein. Voilà. Donc, on va aller sur la calculatrice. Tiens, c'est très simple. Est-ce que tu pourrais, Florence, me donner, s'il te plaît, on va commencer par l'émotion. On va faire un truc un peu émotion. Est-ce que tu pourrais nous donner, sans nous expliquer ce que c'est, ou en nous expliquant comme tu veux, juste une date de naissance, tu sais, jour, mois, année. Tu vois, moi, par exemple, je suis né le 29 décembre 1983. Aïe, aïe. Donc, ce sera 29/12/83. Mais toi, ce serait quoi ta date de naissance? Ou alors, attends, je dis une date de naissance, ça peut être une date de rencontre, ça peut être une date où quelque chose d'important s'est passé dans ta vie, quelque chose qui est lié à l'émotionnel dans ta vie. D'accord. Le 7 mars 2023. Donc, ça fait 07. C'est ça, donc si on fait 07, ça fera 7. 07, 03, 23. 03, 23. Donc ça fait 70 323. Puisque le premier 0, il compte pas, c'est la calculatrice, ça marche pas. Mais c'est ça? Oui. Ok. C'est bon? Tu l'as tapé aussi? Ah non, je le tape. Voilà, vous tapez aussi. On va le faire, hein. On le fait tous. Vous le faites à la maison. Donc 70 323, c'est le premier nombre qu'on va taper. Je suis pas bon dans les calculatrices. C'est pas compliqué, hein. Virginie, c'est 7, 0, 2, 3, 2, 3. Voilà, c'est bon? C'est pas ça, c'est que je savais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est bon. On y va. Est-ce que on va le faire comme ça. Est-ce que tu pourrais nous donner juste un chiffre ou un nombre, comme tu veux? Le 7. Donc on va faire plus. Donc on fait 7, puisque tu as dit le 7. Eric, attends, fais pas d'égal, on va continuer. Plus 7 quoi? 7000 quoi? Donc 700, donc 7, un autre 7. Ok, donc ça, pour l'instant ça fait plus 77. Virginie? Et moi je vais rajouter 5. 5, ok. Donc ça fait plus 775, ok. Muriel? 25. 25, donc hop. Donc ça fait 77 525, on est d'accord pour l'instant? Ouais. Florence? Plus 77 325. Plus 77 325. Non, je te demande juste un chiffre, un nombre, là, tranquille. Chiffre, ouais. Ça va, toi? Ça se passe bien? Est-ce que le traitement se passe correctement, Florence, de ton côté? Allez. Il m'a déjà hypnotisé, je grave. Normalement, avec l'hypnose, je fais 24. Donc, ok. Donc, on est à 70 323 plus 7 752 524. Ok, voilà. C'est bon, donc vous l'avez? Moi aussi, ok, on fait égal. Donc normalement, on a tous 7 822 847. Chez vous, c'est ce que vous avez normalement. C'est bon? On est bon, tu vois, j'ai réussi. Ok, et là, on va faire un dernier petit truc. Est-ce que, Muriel, tu pourrais nous aider? On va faire le hasard. Parce qu'on a fait là la volonté. Chacun par volonté, vous m'avez donné des chiffres et des nombres. Et là, on va faire le hasard. Donc on va faire plus. Ok, Muriel, est-ce que tu pourrais tendre ton doigt? Voilà, comme ça. Ça, c'était pas le doigt joli, mais le but, ça marchera pas avec les gants? Voilà celui-là. Est-ce que ça va marcher avec les gants? Oui, normalement, ça passe. Ouais, ça passe. Allez, vas-y, tu tapotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche pas? Non, ça n'a pas marché. Ça marche pas avec les gants. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ou alors tu poses le gant, ou alors... non, allez, vas-y, Florence. Donc tu tapotes, on y va.
Oh là, on s'en fait encore. Attends, on est à 652 000, on va s'en faire encore. Waouh. Ok. Alors, donc, le résultat que vous avez, il faut faire plus 65 millions. Alors, attends. Je le montre. Hein. Ouais, là, tu t'es lâché, Florence. Là. 65 298 194. C'est bon, je vous le redis. Donc, le résultat de tout à l'heure, c'est plus 65 298 194. C'est bon? Ouais. Donc, et les chiffres. Hein, c'est bon. Hein. Donc là, on fait égal. Égal. Allez, attends, hop, check. Égal. Donc moi j'ai 73 121 041, c'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon pour toi? Eric, c'est bon? Oui, c'est ça? 73 121 041. Chez vous, vous avez ça normalement aussi. C'est dingue, parce que là, on vient d'utiliser l'émotion, la volonté, le hasard. En plus, tu t'es lâché sur le hasard, 65 millions, c'était chaud. Vous imaginez ce truc de dingue en fait? Parce que ça fait combien de temps maintenant qu'on est ici? Ça fait une bonne grosse dizaine de minutes, plus même 20 minutes qu'on est là et j'ai posé le papier quand je suis arrivé tout à l'heure. Tu ne me dis pas que tu as le résultat exact sur le papier. T'imagines si là sur le papier, alors qu'elle m'a donné une date de naissance que je ne pouvais pas connaître. Vous m'avez donné des chiffres et des nombres que je ne pouvais pas décider à l'avance. T'as tapé comme une bourrine en plus, n'importe comment. Et on a ça, t'imagines si là sur le papier... Il y avait le résultat, tu veux nous bluffer là? Mais comme ça, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux me tenir le micro un petit peu? Je peux pas tenir le papier. Bon, tu peux tenir le papier aussi. Hein. Alors là, ça commence par un... Ça commence par un 7. Un 7, c'est ça? Ouais. Après le 7, c'est un 3. Après? C'est un 1. Après, c'est un 2. Voilà. Après, on a un 1. Après, on a un 0. Un 4. Et un 1. Tu m'énerves. Incroyable. Bravo. Franchement, c'est incroyable. Attendez, j'ai oublié juste un petit truc. Il y a un petit truc que je vous ai dit. Parce que, Florence, tu es chroniqueuse ici, c'est vrai? Oui. Virginie, tu es chroniqueuse aussi ici? Oui. La présentatrice, c'est Muriel. Vous vous rendez compte si j'avais tout prévu? J'avais prévu les nombres que vous allez me dire et j'avais même prévu qu'on soit dans l'émission de... Muriel? Incroyable. Bravo, t'es trop fort. Ah ouais, c'est hyper fort. Ouais, hyper fort. Waouh! Waouh, faut prendre en photo tout ça. Il a filmé. Du coup, on est bluffé, quoi. On est bluffé. Bluffé, hein, bluffé. Voilà. Bravo. Abonnez-vous. Merci. Bravo. Bravo, Pierre. Très enrichissant, Pierre. Au plaisir de te revoir. Hein. Tu reviens? Bon, tu nous parles de Strasbourg, de tout ça, mais tu passes à Montpellier quand même. Oui, je passe. Là, il me reste quelques dates au Kawa théâtre. Il me reste des dates à la Comédie du Mas Dupont et des dates. Tu veux pas faire 3-4 chroniques avec nous? De magie? Incroyable. On s'arrange après pour les chèques et tout, on verra. Ah non, il n'y a pas de chèque, il n'y a rien. C'est... Si tu veux aussi. Non, mais après, ça va devenir Love Brothers, ça va être chiant, quoi. C'est pour ça. Brothers, oui, on a des Love Brothers. On en a. Ah bah, je te crois. Alors, voilà, maintenant, c'est au tour de... Bah, c'est à mon tour. Non? Oui. Si? Oui. C'est à mon tour. Et je reçois ce cher Serge Bousquet, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone durant un bon bout de temps, je crois, vraiment un bon bout de temps. Mm-hmm. Nous avons parlé de ton deuxième roman. Je ne le vois pas. Alors, le deuxième roman s'intitule L'énigme Adinkra. Adinkra ou Adinkra, suivant la prononciation. Pourquoi ce titre, selon vous? Je me tourne vers Pierre. C'est ça, se tourne vers moi. Voilà, là, je franchement, l'ai pas encore lu. Pourquoi tu vas trouver? C'est pas tout. Oui, mais avec le temps, tu viens déployer. Ah oui, là, on attend pas moins de toi. Alors voilà, maintenant, débrouille-toi, Coco. Présente mon livre à ma place. Ben non, c'est pas mon livre. Je ne peux pas. Je te laisse faire. Alors, personne ne devine ce que c'est. C'est un prénom. Le titre. Ça évoque un nom de quelque chose. Ce sujet-là était une région ou très riche ces derniers temps. Un sujet très riche.
Alors, je ne vais pas faire... Bolloré ? Non, rien à voir. Je vais pas faire durer davantage le suspense. Simplement, les Adinkra, c'est une forme d'écriture africaine. Ok. Initialement, donc, l'Afrique... J'ai la ref par rapport... Pardon. L'Afrique... L'Afrique de l'Ouest utilisait ce type de symboles. Donc, ce sont des symboles. Et tout comme vous imaginez le symbole de la vie ou de la mort, dans cet ouvrage, je fais état effectivement de ce qui va attendre les différents personnages. Alors pour faire un petit flashback, si je puis dire, nous avons donc dans le premier ouvrage Greg, qui est un détective, qui est très pragmatique et qui mène ses enquêtes au bout du bout, comme j'ai le goût de le dire, étant par ailleurs un adepte du bout, vous l'avez compris. Donc il mène au bout du bout ses enquêtes avec un certain sérieux, avec un certain professionnalisme, et le voilà appelé par le Quai d'Orsay à mener une enquête en République du Mozambique. Voilà. Alors la République du Mozambique, c'est un pays de l'Afrique australe, donc qui fait face à Madagascar. Et donc, à l'époque, avant que les colons portugais n'occupent le pays, utilisaient, notamment chez les Swahili, les symboles Adinkra. Voilà. Et donc, l'enquête démarre à Maputo, qui, ça ne se sait pas forcément, mais qui est la capitale du Mozambique. Et voilà parti Greg et son acolyte, son collaborateur, à la recherche des 2 disparus de Maputo. Les disparus en question étant employés à l'ambassade de France à Maputo, oui. Les noms, c'est toi qui les as inventés ou c'est des vrais noms qui existent? C'est une bonne question. C'est la question qui m'a été posée par Muriel. Est-ce de l'invention pure ou pas? Alors, pour le cadre, évidemment, c'est la République du Mozambique. Là, ça ne s'improvise pas. C'est un État africain, occupé, comme je le disais précédemment, par le Portugal, libéré du joug colonialiste en 1975, et donc qui a repris ses marques. Bon, la question, c'est pas vraiment pour le Mozambique, on s'en doutait un petit peu que ça existait, mais... Et donc, pour le reste, pour aller plus loin, parce que c'est vrai que ce sont des pays qu'on ne connaît pas nécessairement, ils sont loin de nous, et je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure une petite anecdote à ce sujet. Donc, voilà parti Greg et Max en direction du nord du pays. Alors le nord du pays, ça fait quand même 2000 km. Et donc ces personnages qui étaient dans le premier ouvrage se retrouvent à 2000 km de Maputo à la recherche des disparus. Il n'a toujours pas répondu. Hein. Et Maputo, on ne sait pas si Maputo c'est... La question, Maputo c'est absolument la capitale du Mozambique. D'accord. Oui. Alors là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis j'aurais eu du mal... Un petit peu, mais... J'aurais eu du mal, Pierre, à trouver un nom pareil. On ne connaît pas les gens, C'est vrai, c'est tout à fait juste de dire qu'on ne les connaît pas, à tel point que moi-même, je ne connaissais pas Sili, le chef d'une tribu Swahili, qui se trouve dans la région de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Merci, vous avez suivi. J'en suis ravi. 2000 mètres carrés de 2000 km de distance. 2000 km. C'est au moins 2 fois la France en termes de superficie. Donc voilà, ils sont amenés à vivre des expériences très particulières. Et notamment, je pense à Pierre, au travers d'une expérience qui est assez remarquable, puisqu'au fond, à un moment donné, dans mon histoire, Greg est victime d'une espèce de malaise dont il ne sait l'origine. Peut-être est-ce qu'il a mangé une nourriture qui ne lui convenait pas? Est-ce qu'il est atteint d'une quelconque malaria? Enfin, en tout état de cause, il se retrouve chez un marabout. Au lactose, alors tu vois, c'est possible, on ne sait pas. Tout à fait. Alors, moi aussi. Alors Pierre, c'est vrai que la nourriture africaine est typique, elle réserve des surprises gustatives et parfois même, étant épicée, elle peut surprendre. Là, en l'occurrence, il est victime de cette espèce de syndrome du touriste qui se trouve très mal parce que... La fameuse tourista. Le décalage horaire, etc. C'est très basique. Ça, il n'a pas écrit ça peut très bien se produire. Mais en l'occurrence, on a effectivement à vivre une séance de maraboutage. Et là, c'est pour ça que je pense à Pierre, parce que comment... je ne fais pas du maraboutage, moi, attention. Comment dans l'esprit d'un individu,
normalement constitué, puisque visiblement vous êtes normalement constitué, tout comme chacun d'entre nous ici. Tu peux avoir des surprises. Hein, eh bien, je me dis que dans la tête d'un individu, comment peut-on amener à la guérison quelqu'un qui est atteint d'une maladie qui est par définition inconnue. Voilà. Donc là, il y a toute une scène que je revendique comme étant de la pure création, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai imaginé cette scène, un peu chamanique au passage. Et puis, un peu plus loin quand même, mais je ne vais pas tout dévoiler, il y a également une autre scène intéressante où là, c'est Nour, l'héroïne du livre, qui se livre à une séance chamanique avec Greg. Et là, Greg est très très surpris par l'attitude de Nour qui commence à l'envoûter. Elle a quelque chose de magique, d'hallucinant, cette Nour, et je ne vous en dis pas davantage. Donc, pour aller plus loin dans le propos, eh bien, la région de Cabo Delgado, aujourd'hui, est occupée par des groupes militaro-religieux dépendants d'Al-Qaïda. Et ces groupes-là mènent la terreur dans le nord du pays. Il y a des morts régulièrement. Alors, nos médias ne s'en font pas l'écho. Mais sachez, c'est là où je voulais en venir, que par exemple, si nous avons connu dans cette partie de l'océan Indien Chido, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, le cyclone Chido, le Mozambique a été aussi touché, il ne faut pas le perdre de vue, mais nos médias n'en ont pas fait état. Et aujourd'hui, le Mozambique se trouve confronté, indépendamment de l'histoire que j'ai inventée, pour revenir de la fiction, de la réalité, mais vous savez très bien comme moi que parfois la réalité rejoint la fiction, et on y est en plein, puisque 1975, je vous ai dit, le pays est libéré du joug portugais. Portugais. Là, je savais pas que j'allais être interrogé, tu vois, j'étais comme ça. Je vois que vous suivez. Cher Serge, je pense que tu as fait le résumé de la 4e de couverture. Oui, et très bien. Et très bien. Je lisais là tout à l'heure la 4e de couverture. Tu n'es pas à ton premier livre. T'en as écrit. C'est vrai, Muriel. C'est effectivement le 2e. Alors, volontairement, je dis le 2e parce qu'il y en aura un 3e. Voilà. Le scoop. Ça, c'est quelque chose que je vous propose, je vous invite à connaître la suite, c'est-à-dire ce sera très certainement sur le monde des hackers. Parce que là, je pense que sans avoir à cœur d'en parler, j'ai vraiment envie de travailler le sujet, et il y a de la matière sur Montpellier, puisque au passage, je ne fais pas de la pub pour cette école, mais il y a une école qui forme des hackers, mais des gentils hackers. Voilà. Donc, il est très gentil parce que vraiment, on va tomber dessus. Partant de ce constat, donc le premier, lui, a été produit à la faveur du Covid, puisque vous m'avez invité, Love Sisters, ça devait être en 2023, juste après le Covid. Après le Covid, 22 ou 23 23. En mai 23, vous m'avez invité, et j'avais donc sorti ce premier ouvrage. Qui s'appelait L'Inconnu des Beaux-Arts. L'Inconnu des Beaux-Arts. Alors là, je peux en dire un petit mot quand même, parce que à la faveur de ce Covid, que nous avons tous vécu comme étant une période liberticide, au possible, eh bien, dans le cadre des 20 kilomètres qui nous étaient autorisés en termes de déplacement, rappelez-vous, c'est pas si vieux. 10, mais... 10, il me semble. Oui, mais Serge, il faisait des 20, lui, brave. C'est à Nord-la-Loi, déjà. Ouais. Ça s'était il voit des filles qui leur fait des Ou alors peut-être. Moi, je me souviens que. Peut-être trichions-nous. C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Voilà, la liberté. Serge, il faisait des autorisations pour sortir son chien, il n'avait pas de chien. Mais bon. Voilà, c'est de dire, voilà. Les chiens étaient loués. Les chiens étaient loués par. Ça, c'est bien. Mais on va quand même continuer sur le livre, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Donc c'est important. Passionnant. C'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Oui. Mais en même temps, c'est très intéressant. Donc tu as fait ton premier livre, maintenant en 2023, 2025, tout juste 2025. Nous arrivons sur le 2e livre, et je vois qu'il est il est sur les plateformes. Alors, il se trouve chez les grands libraires de la place de Montpellier, donc vous avez, vous le connaissez aussi bien que moi, Sorams, la Fnac, et je n'oublie pas surtout Gibert, qui m'a fait confiance pour la comédie du livre il y a 2 ans, sympa. Et qui me reprend sur son stand cette année, donc le mois prochain, n'est-ce pas, à la mi-mai.
eh bien, je serai présent sur le stand de Gibert. Donc Gibert, pour ceux qui l'ignorent, si tant est qu'il y en ait qui l'ignorent, eh bien, se trouve sur la place de la préfecture à Montpellier, place de la préfecture qui est remaniée actuellement et qui devrait être un lieu très très agréable. Mais le magasin reste ouvert pendant les travaux. Merci Pierre, et c'est une bonne remarque. Je pense que ça pourrait effectivement rebuter plus d'un que d'aller par là-bas. Vous avez raison, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est dit. C'est dit. Merci. Et donc Serge, je vois que tes sujets sont à chaque fois différents. Lorsque tu sors un livre, c'est vraiment presque l'opposé, quoi. Oui, alors il y a ce pari aussi d'écrire sur d'abord des lieux que l'on connaît, les Beaux-Arts, le quartier des Beaux-Arts à Montpellier, et puis des lieux que l'on ne connaît pas, que l'on ne connaît qu'au travers de témoignages de gens qui sont allés. J'ai eu la chance de rencontrer un militaire portugais qui avait fait donc le baroud en République du Mozambique à l'époque de 1975, juste avant que le pays ne soit libéré. Et donc j'ai pu échanger avec lui, donc avoir quelques explications là-dessus, et puis aussi des descriptions du pays, parce que l'Afrique est un grand continent et les lieux ne se ressemblent pas forcément. Exactement. Donc, 2025, ça va être le nouveau livre. Tu as déjà le titre pour le nouveau livre? Alors pour le nouveau livre, ça risque, je dis bien ça risque, c'est pas un scoop pour le coup, ça risque d'être La Cordelette. Ah, oh là, oh là. Alors là, pour ceux qui connaissent le monde de l'équitation, peut-être que ça leur parlera. On va reparler du titre, ça s'appelle L'énigme. Adinkra. Adinkra. J'aime beaucoup le nom, ça me fait penser à quelqu'un. Et je voudrais que tu donnes tu dises où on peut te joindre. Tu as déjà dit où on pouvait trouver tes livres, mais on peut te les acheter à toi aussi. Oui, en direct. Voilà, en direct. Effectivement. Alors, ce que je ne pratique pas du tout, ce sont les réseaux sociaux. Toutefois, je le précise, je suis donc sur Facebook avec un alias qui s'appelle Bout du Bout. Serge Bout du Bout. J'ai décidé de prendre cet alias parce que, comme je l'expliquais précédemment, je suis un inconditionnel d'Albert Dubout, né en 1905 à Marseille et mort en 1976 à... Comment ça se prononce, Dubout? Comment ça se prononce, Dubout? Dubout, D-U-B-O-U-T. Voilà. Albert Dubout, qui a immortalisé le petit train de Palavas et qui a représenté moult scènes dans les arènes de vachettes, courses libres de vachettes, qui est connu, qui est reconnu et qui a eu qui a connu un véritable enthousiasme, puisqu'il écrivait dans tout un tas de journaux. Il a illustré des auteurs célèbres comme Molière, Cervantes, c'est des meilleurs. Bravo Serge. Donc là, on remontre le livre et on espère vraiment plein de succès pour ce livre. Merci Muriel. Écoutez, je vous invite effectivement à me lire. Je ne suis pas, vous l'avez compris, écrivain. Je me suis lancé dans l'écriture à la faveur, je l'ai dit, du Covid. Mais surtout, j'ai un réel plaisir d'écrire et de travailler notre langue, parce que la langue française est d'une richesse extraordinaire. Et quelques mots sont en train de se perdre. Merci beaucoup Serge, et au plaisir de te recevoir à nouveau pour ton prochain livre, et peut-être même encore une autre fois, parce que tu es charmant. Désolé d'avoir été long sur le sujet, mais ce n'est pas grave. J'en parle. Et là, maintenant, merci écoutez, je suis désolée les filles, mais ça va être à mon tour, enfin. Voilà. Je reçois Laurence Pochard. Bonjour Laurence. Et donc, nous aussi, nous sommes enchantés. Je regarde tes œuvres. Oui, mes œuvres. Alors, c'est difficile de dire tableau d'ailleurs, parce que c'est des œuvres pour moi, voilà. Comme des tableaux, mais la particularité, c'est que ce sont des dessins peintures sur plastique. Ah bon? Donc, en fait, celle-ci faisait partie des premières. Ce sont donc des... Il est très beau, hein. Merci. Très beau, hein. C'est donc de la récupération à la base d'une affiche publicitaire qui devait pouvoir se présenter à l'extérieur. Il y avait une affiche dedans que j'ai enlevée. Et je me suis mise à dessiner sur le plastique directement. Et donc le dessin est enfermé derrière. Comment tu as eu cette idée ? Alors, ça vient des ateliers, enfin, ça fait très longtemps que j'ai suivi des ateliers de recherche en art plastique aux Beaux-Arts de Sète, aux ateliers pour adultes du musée Fabre, où j'ai pu toucher à plein de matériaux très différents. Et j'aime bien faire des recherches et faire des choses que
qui n'existe pas, mais qui n'existe. Tu cherches souvent des affiches je ne l'ai pas cherché, j'ai trouvé ça parce que les gens les sortaient et les jetaient, en fait. Je suis passée devant, j'ai dit, tiens, c'est joli, il y a un cadre et tout, il y a une affiche dedans, qu'est-ce que je vais faire avec ? Et avec l'expérience et la recherche en art plastique sur différents supports, notamment on fait de la gravure sur plastique, sur lino. C'est des plastiques très épais, transparents, qu'on gratte et qu'on passe après sous encre, sous imprimerie. Et en fait, on peut faire ça aussi sur plein de supports plastiques différents. On peut donc imprimer sur papier. Et en fait, moi, j'aimais bien le résultat qui était sur le plastique et pas sur le papier. Et puis, petit à petit, je me suis mise à expérimenter ça et à dessiner directement sur le plastique. Voilà pour la petite histoire. Et alors après... donc tous ceux qui sont encadrés, ça c'est ma marque de fabrique entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai commencé du coup pendant le Covid aussi à faire des dessins. Oui, ça a pu avoir du bon pour certains effectivement, à faire des dessins de tous les lieux qui au prime abord étaient interdits. Enfin le fait d'être enfermé, de pas pouvoir sortir, j'ai fait des bars, des restos, des salles de danse, des discothèques et que du nocturne. Du coup, ce sont des plastiques avec un fond canson noir et j'aime bien encadrer ça avec un passe-partout noir. C'est très élégant. Merci. Ouais, c'est vrai. Très élégant. J'aime beaucoup l'élégance de ton travail. Merci. Même de la présentation aussi. Même de la présentation. Moi, du coup, c'est même en adéquation avec ta tenue. En fait. Et cette idée, depuis combien de temps tu... Alors, la première là, elle doit dater de 2020, par là, ou même avant. Et qui t'a je dirais 2019. 19. 19, j'ai vu quelque part. C'est marqué sur le cadre, mais il y a ta signature. Je le voyais même pas parce que j'ai pas mes lunettes. C'est ça, 2019. Et donc après, en 2020, j'ai vraiment fait plein de scènes comme ça. Avant cette histoire, on va pas la nommer parce que j'en ai marre d'en entendre parler de ça de toute façon. Avant cette histoire de... Eh bien, je cherchais d'autres... T'étais dans la création ou pas ? Ah oui, j'ai fait... Qu'est-ce que tu faisais comme création ? Alors, j'ai fait des aquarelles sur tissu qui étaient enfermées sous presse, sous du plastique aussi d'ailleurs. C'est fort dans le plastique quand même. Hein. Ouais. Il y avait déjà une démarche éco-responsable. Oui, c'est ça. C'est à la mode. Ah bah oui, on a vu les salmias qui sont en train de manger nos mers et nos poissons là. Et oui, et d'ailleurs, oui, ça me préoccupe beaucoup et j'ai vu une résidence d'artistes qui proposait de travailler sur ce sujet aussi, de faire de la récupération. Je pense à des tissages, à de la récupération de plastique bouteilles ou de bouchons colorés, et c'est important, hein. Et d'en faire avec maintenant les moyens techniques qu'on a. Peut-être il y a moyen d'en faire comme les Scooby-Doo, des fils ou des bobines et de faire des tissages à la mode des tissages alors anciens. Comment ça se passe ? C'est un projet. Non, mais c'est un projet comme très intéressant, hein, quand même. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Alors, tu as un atelier, Alors, j'ai un atelier, si on peut dire, oui, c'est un garage en fait. Un garage. Un garage, c'est suffisant. Oui, un garage, oui, c'est très bien. C'est suffisant pour travailler. Tout à fait. T'es tranquille. Voilà, qui sert de lieu de travail, de stockage, mais je travaille un peu partout en fait. J'emmène mes dessins. Alors, est-ce que tu fais des expositions, des expos? Expositions. Alors, j'en ai une grosse prévue juin-juillet au Barcarès, à la Maison des Arts, pour une fois, qui m'accueille dans un lieu assez immense. Donc là, il va y avoir une grosse exposition. Oui. Tu en as fait beaucoup de... J'en ai plus d'une centaine, je pense. Ouais. Ah oui, quand même. J'en ai vendu aussi, mais il m'en reste. Mais en fait, pendant la période de Covid, donc quand je faisais un dessin sur les lieux où on ne pouvait plus aller, j'en faisais interdit, voilà. J'en faisais un par semaine. Donc du coup, thérapie sur aussi, presque en fait. un an. Ouais. Et ben maintenant, je fais des scènes de lit et d'intérieur. Hein. C'est l'inverse. À contrario, tu sais, maintenant j'ai trop de travail et maintenant c'est le repos. Elle sort trop. À 3 du mat, elle est en boîte. Pour récupérer. Moi, je suppose pas qu'elle fait que des dessins de repos, moi. Moi, je pense pas qu'elle fasse que des dessins de repos. Non, bon, après, comme vous voyez, là, cette scène-là, enfin, là, c'était quand même dans l'idée d'avoir
comment dire, un espèce de poulpe. Ça ressemblait à un poulpe. J'aime bien détourner les objets ou les photos ou les images. J'aime bien les retourner aussi parce que je fais un peu les choses à l'envers en fait. Et c'est pour ça que maintenant tu te reposes. C'est ça. Dans le confinement, Et là, est-ce que tu nous as parlé un peu de ce projet que tu avais dans la tête Oui, bah alors après, là, maintenant, là, en même quand temps, même sur l'expo du mois de juin-juillet où il y a beaucoup de travail. Un gros travail, ouais. Une grosse organisation. Oui, et puis en même temps, la présentation, la présentation. Un cahier des charges. Oui, mais là, heureusement, c'est un lieu quand même qui est qui est occupé en permanence et où il y a tout un accompagnement des gens qui s'en occupent. Enfin, c'est comme une galerie finalement. En mieux, peut-être. Entre le musée et la galerie, je ne sais pas trop. Là, pendant cette expo, tu vas vendre aussi, je suppose. J'espère, oui, on espère toujours. Donc... en même temps, tu te fais connaître à travers les réseaux, tu te fais connaître à travers... Bon, là, on sait que c'est maintenant la mode et on est obligé. On est obligé de passer par là. Oui, tout à fait. Et en même temps, écoute, c'est obligé puisque maintenant, le virtuel et le réel sont presque identiques parce que lorsqu'on a des amis de 10 ans, 12 ans, 15 ans sur ces réseaux, ils prennent de tes nouvelles comme s'ils te connaissaient depuis longtemps et tout ça. Et tu arrives à faire c'est des liens. Tu substitues le réel et le c'est dur à dire, mais c'est vrai. Ça peut exister qu'on a de l'affection. Tout à fait. Pour une personne. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qu'on découvre à travers ça. On découvre à travers l'écriture ou à travers des messages. Tout à fait. On suit, voilà, et tout d'un coup, voilà, c'est des personnes qui sont fidèles avec nous. C'est notre réseau et c'est important, très très important pour moi et pour toi, je suppose, avec tes créations que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui d'en haut aussi. Mais j'aime bien celui d'en bas aussi. T'as dit que ça faisait chic et c'est tout à fait ça en fait. C'est très chic. C'est très chic. C'est vrai. Et quel est ton c'est vrai que l'esthétique a une part importante aussi. Oui, ça a une part. C'est toi qui fais j'aurais aimé la mode, le design. Alors l'encadrement en noir, non. C'est pas moi. Oui, mais c'est pas grave, le noir, l'encadrement. L'encadrement, non, j'achète des cadres, je peux pas. Ah, t'achètes des cadres. Celui-ci a été encadré par un encadreur, celui qui a une. Mais si t'achètes l'encadrement, c'est moins cher déjà. Mais oui, puis après, il faudrait prendre le temps d'apprendre à le faire, et c'est encore un autre métier, c'est vraiment. Peut-être, mais enfin, vu le talent que tu as, ici on a talentueux, ici sur ce plateau, mais vu le talent avec les sculptures, je trouve. Moi, je trouve vraiment que tous ces talents, c'est fou. Entre toi, qui regorge de. On est vraiment heureux de vous avoir. On est dans une caverne d'Ali Baba. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à me dire ou à nous dire à tous? Ou on peut la contacter? Ah oui, comment me contacter? Laurence Fauchard avec un T. Regarde la caméra. Laurence Fauchard, F-A-U-C-H-A-R-T, comme artistique, j'y tiens. Parce que Fauchard et Dupont, c'est pareil, il y a des D, des T à la fin. Et du coup, donc en tapant mon nom, normalement, vous allez tomber sur moi. Parce que j'ai pas beaucoup d'homonymes. Non, ça va pas me faire mal. C'est bon. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. Et donc, on te remercie beaucoup. C'était génial. Est-ce que vous auriez tous un mot à la fin de cette émission pour Pierre, en fait. Vas-y. C'est-à-dire, est-ce que là, tu peux maintenant, comme ça, déjà nous donner le numéro du loto? Tu vois, parce que là, c'est très intéressant. Mais finalement, tu peux me donner le numéro du loto? On n'est pas dans la divination. Pour le coup, je suis déçue. Je me suis dit, ça y est, c'est l'opportunité. Aucun moyen. Après toutes les recherches que j'ai faites, il n'y a aucun moyen d'avoir le numéro du loto. Si, tu tapes sur le téléphone, mais bon. Là, tu tapes. Alors, t'as réussi même pas. On va aller très loin. Ça marche pas. En fait, tu nous as scotché. Vous nous avez tous scotché. Et maintenant, on vous dit tous. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci.